Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ficelle Podcast. Aujourd'hui, épisode exceptionnel puisque nous allons vous parler du tournoi olympique de basket masculin. Pour m'accompagner aujourd'hui, un petit nouveau, c'est Romain. Salut Romain. Bonjour à tous, bonjour. Alors Romain, je vais te laisser te présenter brièvement parce que je crois que tu es fan d'un club qui s'appelle le Partizan Belgrade. Exactement, depuis quelques années maintenant, ayant eu la chance de pouvoir y aller plusieurs fois, notamment dans cette folle salle de la Pionnière et aussi de la Combank Arena sur le dernier épisode d'Euroleague qu'ils ont pu faire avec Bogdanovic, entre autres à l'époque. Et du coup, c'est resté. Et maintenant, basket européen à fond. Ok, bah écoute, on va également présenter Jérémy Lebescon qui est avec nous aujourd'hui. Salut Jérémy. Bonjour à vous deux, Adrien et Romain. Enchanté, écoutez, moi je suis journaliste pendant de longues années pour Basket USA, pour Canal Plus Afrique sur la NBA, toujours journaliste à l'heure actuelle, sur d'autres préoccupations moins quotidiennes que le basket qui est énormément chronophage, mais qui a suivi les Jeux Olympiques avec énormément d'intérêt, comme vous deux et comme beaucoup de gens. Ça faisait plaisir. Ok, bah écoutez les gars, on va justement parler de ce tournoi olympique de basket masculin. Je voulais savoir d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de l'organisation autour de ce tournoi et également du format proposé, car on sait que cette année c'est un format un peu différent avec 3 groupes de 4 équipes au lieu de 2 groupes de 6. Voilà, je voulais votre avis là-dessus. Je vais commencer par Romain. Moi, la réponse va être claire, nette. La réponse c'est non. J'ai pas aimé. Le format m'a chamboulé un petit peu dans mes habitudes. Je trouve qu'il y avait moins de place, je dirais, au mérite, dans le sens où même avec une victoire, même si c'était meilleur troisième, on pouvait être qualifié. Encore un peu trop de calcul pour moi. Moi, j'aurais préféré qu'on reste à l'ancienne version, 2 groupes, on croise, et puis le meilleur gagne quoi, sur les phases finales. J'aurais préféré qu'on garde ce format-là. Ok, et toi Jérémy? Oui, après, je partage un peu les interrogations de Romain. Après, c'est une formule qui était différente. Moi, c'est plutôt dans le rythme en fait des jeux, des matchs où j'étais parfois un peu déçu, un peu sur ma fin. Après, je mets ça aussi en parallèle, hein. C'était aussi à Tokyo avec le décalage horaire, donc ça n'a rien à voir avec la formule. C'était plutôt davantage à la localité. Mais oui, forcément, il y a moins de mérite à attribuer au troisième de chaque groupe. Après, moi, les JO, je les mets sur une position un peu différente que d'autres compétitions telles que la Coupe du Monde, puisqu'elle s'appelle la Coupe du Monde aujourd'hui, ou encore l'Euro, dans le sens où il y a, par le format des JO, déjà, il y a des équipes qu'on a moins l'habitude de voir dans des compétitions internationales, même en Coupe du Monde. Et de fait, ça m'a moins posé de problème. Ça m'a pas enlevé le plaisir de voir les JO. Après, voilà, c'est quand même un format qui nous a privés, c'est quand même une compétition, c'est pour ça que je parlais avant tout de la compétition en elle-même, qui nous a privés de voir, je ne sais pas, la Serbie ou encore la Grèce, qui sont peut-être sur des fins de cycle, mais qui sportivement sont pas moins bonnes que le Japon ou encore l'Iran, sans rien enlever et sans manquer de respect à ces deux nations. Donc déjà, on part sur un format de compétition, sur une compétition qui est différente. À partir de là, je m'adapte avec. Et voilà, ça m'a pas enlevé le plaisir de voir ces Jeux Olympiques. Alors moi, en ce qui concerne l'organisation, on peut regretter qu'il y avait pas de public en tribune, malheureusement. C'était prévu pour ces JO, contexte sanitaire oblige. Même si j'ai eu le sentiment à travers les retransmissions télé que on n'y prêtait pas tellement attention vu que la caméra zoomait directement sur le terrain. Et en plus de ça, quand j'ai maté des compètes qui étaient en Asie, que ce soit les championnats du monde au Japon ou les JO de Pékin, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas toujours des ambiances de ouf dans ces pays-là. Donc on peut quand même regretter qu'il n'y avait pas le public en tribune pour avoir quelques réactions, quoi, même si on n'y prêtait pas attention à travers les retransmissions télé.
Et le format, moi, je suis pas complètement fan aussi parce que déjà, on nous dit que ça permet d'éviter les calculs. C'est probablement vrai, hein. On a vu que l'Espagne est tombée sur les États-Unis directement en quart. Mais il y a très peu de matchs. Je trouve que c'est dommage. Je trouve que ça enlève du charme à la compétition. Et en plus de ça, je me demande si la France et les États-Unis, sans rien enlever à la compète qu'on a fait et les Américains également, je trouvais qu'on était très avantagés dans nos groupes avec des adversaires comme l'Iran et la République tchèque. Donc je trouve que c'était un peu déséquilibré de ce point de vue-là. Alors je ne sais pas si la FIBA, avec l'histoire des meilleurs troisièmes, a voulu avantager des entre guillemets petites nations comme le Japon, voire le Nigeria ou la République tchèque, mais au final, il n'y a pas eu de surprise. Et j'aimerais quand même revenir à un format de deux groupes de 6. Donc, je partage votre avis clairement. Alors, Ouais, alors, mon avis est plus mesuré parce que honnêtement, moi, ça m'a rien enlevé. Hein, mais après, bon, globalement, bon, déjà sur la partie publique, bon, il y a en effet un contexte sanitaire oblige. Bon, après, je- pour la Coupe du Monde en Chine, finalement, dit qu'il il y en avait pas non plus, il y en avait pas non plus des masses. Hein, ça dépendait aussi des rencontres. Ça reste du basket dans le sens où c'est évidemment mon sport préféré. C'est pas forcément celui qui passionne le plus les foules et les Jeux Olympiques. Même s'ils ont un intérêt particulier pour les basketteurs depuis, enfin surtout de notre génération depuis 92, c'est pas la compétition la plus suivie non plus, non plus des Jeux Olympiques. Donc de ce côté-là, bon, moi ça m'a pas enlevé même sans le public, ça m'a pas enlevé le stress entre nous et l'Italie, entre nous et la Slovénie. Donc bon, je le mets à côté. Puis encore une fois, ça dépend du texte. Maintenant, ensuite, sur le fait qu'on ait affronté et l'Iran et la République tchèque, en plus des États-Unis, bon là, c'est aussi une question de tirage au sort. Il y a toujours parfois des groupes un peu plus faiblards que d'autres, même avec deux groupes finalement. Donc, et après, il faut rien enlever non plus à la République tchèque qui peut paraître peut-être une petite nation, mais justement pouvoir regarder leur TQO. Ils l'ont gagné face à la Grèce en finale. C'est pas non plus une nation. Enfin, en tout cas, moi, c'est une nation dont je me méfiais contre nous pour la France. Donc, pour moi, il n'y avait pas véritablement de. C'était pas un groupe faible. Hein. Les États-Unis et la République tchèque, bon, je mets de côté l'Iran parce que je veux pas leur manquer de respect. Je trouve ça déjà formidable qu'ils soient là. Mais en effet, sur le plan sportif, ils sont en dessous. Mais la République tchèque n'est pas une petite nation à mon goût. Et enfin voilà, je voulais juste le dire. ok. Bah écoutez, on va justement parler de cette phase de groupe. Je voulais savoir, est-ce que il y a une équipe ou un joueur qui vous a marqué dans ce tournoi, dans cette phase de groupe? Qui commence? Bah écoute, bah vas-y Romain. Vas-y, Romain. Allez. Bon, bah, c'est parti. Bah, pour moi, je pense que comme beaucoup, je dirais la Slovénie et je dirais clairement Luka Doncic. Hein. Je pense que là, sur ce qu'il a fait d'entrée de jeu sur ce premier match de Dingo, a mis tout le monde d'accord sur le fait que voilà, c'est un joueur qui est exceptionnel, qui est jeune, pour lequel on va entendre parler pendant encore une bonne dizaine d'années. Et le niveau de la Slovénie de manière générale, même si Donzic fait clairement tout, c'est lui l'organisateur. À partir du moment où il est coupé, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Mais dans l'ensemble, c'est lui qui fait jouer l'équipe. Et puis bah, derrière, ça joue ensemble, ça défend ensemble. Voilà, pour moi, Slovénie et Doncic. Alors moi, j'ai vu le sommaire, hein, Adrien. Tu l'as envoyé, j'ai toujours du mal à répondre à cette question parce que pour plein de raisons, parce qu'il y avait beaucoup d'équipes et puis parce que voilà, il y a beaucoup de joueurs aussi. Et j'ai toujours du mal à ressortir des individualités ou même une équipe. En fait, finalement, c'est davantage, j'ai envie de dire, le Japon qui m'a surpris. Alors certes, ils sont pas arrivés jusqu'au quart, mais j'étais relativement surpris par l'impact.
Plus d'ailleurs que de Rui Hachimura, mais plutôt de Yuta Watanabe. Alors, je l'ai vu en NBA, etc., mais il a clairement pas le même rôle, mais sur sa combativité. Et puis la fierté qu'avaient ces Japonais de jouer dans le public, devant leur public, et finalement, parfois d'être là, quoi. Enfin, je veux dire, ils ont. Évidemment, il y a un moment, la classe et la différence de background a fait la différence, mais il y a un moment, ils ont bien embêté l'Espagne. Ça a duré une mi-temps, mais ils étaient là. Et j'ai trouvé leur combativité et le fait que ce soit justement le haut de l'étape et l'équipe qu'on attend le moins, finalement, surtout dans cette discipline-là, très respectable. Ça m'a marqué. Si je dois revenir sur le plan basket pur, si on doit parler en tout cas d'un joueur qui m'a marqué, moi c'est Joe Holiday qui sort de ses finales, qui prend l'avion, qui face à nous est le meilleur joueur de Team USA, hein, disons-le, et même ensuite parfois il a eu un rôle un peu plus en retrait. Encore une fois, son impact défensif tout au long de la compétition. Je trouve que ça a été vraiment le liant de Team USA, plus que Draymond Green, plus que Kevin Durant, qui est le meilleur joueur de toute la compétition confondue. Mais je trouve que c'est celui qui a tenu par sa constance en fait dans l'effort, sa lucidité souvent et son impact défensif constant. C'est celui qui m'a le plus impressionné, surtout dans les conditions dans lesquelles il est arrivé au JO. Ok. Ouais, je partage clairement sur Jrue Holiday. Impressionnant, hein. Que ce soit au scoring, défensivement, il a été régulier, il a apporté. Clairement, ouais, je partage. Bah écoutez, moi, c'est la même réponse que toi, Romain, c'est Luka Doncic, hein. On a un phénomène, voilà. Le gars claque 48 points contre l'Argentine. Avec, en plus de ça, pour agrémenter le tout, 11 rebonds, 5 passes, 3 comptes. Donc, il fait 49 dévals. Il est énormissime. Contre le Japon, il score, j'aurais presque envie de dire, seulement 25 points, mais avec 7 rebonds, 7 passes, donc il fait 33 dévals, et le tout en 26 minutes. Et contre l'Espagne, il score encore moins, il fait que 12 points, mais avec 14 rebonds et 9 passes. Donc là, il frôle le triple-double. Et j'ai envie de dire, c'est extraordinaire de voir un joueur comme ça. Pour moi, il est dans la trempe des grands joueurs de ce sport. On sait qu'à l'époque de la Yougoslavie et de la Croatie aussi, il y avait Drazen Petrovic. Pour moi, c'est un mec qui est de cette veine-là, quoi. C'était un talent précoce. Et on verra dans les années à venir ce que ça donne. On verra s'il peut aller remporter des trophées dans les différentes compétitions internationales. Mais il marque déjà le basket de son empreinte. Et moi, c'est ce que je retiens. Voilà, le tournoi qu'il a fait, il est absolument incroyable. 23,8 points, 9,7 rebonds, 9,5 passes décisives. Énorme Luka Doncic. Après, on est tous d'accord hein, sur le fait que Doncic marque est déjà la fin des grands joueurs. Je pense qu'on le sait quand même aussi depuis quelques années. C'est un petit peu l'effet Ricky Rubio x10. Hein, parce que Ricky Rubio, quand il était juste en Espagne, quand il était jeune, était déjà incroyable. Bon, maintenant, Doncic, c'est quand même un cran encore au-dessus, largement. Donc, oui, il est phénoménal. Moi, je ne l'ai même pas mis en fange parce que, bon, en fait, on le connaît déjà depuis un moment. Il est quand même aussi champion de titre. Et oui, vous m'entendez? Ça coupe un peu quand tu parles des fois, Jérémy. Je ne sais pas si c'est ton. Ouais, ça ton coupe. casque. Bah écoutez, parce que moi j'ai l'impression que ça coupe aussi de votre côté. Alors peut-être que je vais le faire sans casque. Hein. Ouais, fais-le sans casque, c'est mieux. Ouais. Donc, ouais, je disais il est quand même champion d'Europe en titre, donc voilà, on le connaît. Et moi j'ai ce problème-là avec Doncic. C'est pas le mec, hein, parce qu'on sait très bien ouais, on t'entend bizarrement, remets le casque quand même, c'est pas grave. Ça coupe juste un petit peu, mais on t'entend quand même. On va essayer d'y arriver. Je disais donc, je vais essayer de répéter. Donc, il était champion d'Europe en titre. Et de fait qu'on le connaissait, c'est pas vraiment une surprise, surtout après ces 3 années en NBA. Néanmoins, j'ai un souci avec Doncic, non pas sur le jeu, évidemment non, et évidemment que non, non pas sur sa personnalité extra sportive, parce qu'il a l'air vraiment d'être adorable, mais sur le terrain, il parle trop. Il y a des choses à dire. Ouais. C'est pas le trash talking par rapport aux adversaires, aux autres joueurs, mais c'est par rapport à l'arbitrage. C'est vraiment dommage, je trouve, parce qu'il n'a pas besoin de ça, parce que parfois ça coûte des points à son équipe.
voir quelqu'un qui parle pendant 5 secondes aux arbitres alors que l'équipe est sur le repli défensif, ça peut pas le faire. Enfin, ça peut pas le faire au bout d'un moment. Et moi, c'est vraiment le bémol que je mets sur Doncic en tant que leader. Il y a un moment, il va devoir passer ce cap-là parce que je trouve ça dommage. Après, je voulais juste te dire aussi que certes, c'est le maestro, mais que ça a été une équipe qui a été très, très bien coachée aussi. Et il ne faut pas enlever non plus des choses à d'autres joueurs. Je pense notamment à Zoran Dragic, qui n'a pas été le plus constant, hein, mais qui a été très bon sur les matchs où il fallait. Bon, moins face à la France en revanche, mais qui a été très bon sur le quart. Mais voilà, c'est quand même une vraie équipe. Il y a Doncic qui est peut-être un des 3 meilleurs joueurs du monde, un joueur qu'on n'a même pas de nous en France, mais ça reste une vraie équipe. Ok, bah, je pense que dans l'ensemble, c'est partagé, mais effectivement, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il se plaint trop de l'arbitrage, quoi. Ça me rappelle un peu Milos Teodosic dans ses jeunes années, qui était un peu comme ça, qui pétait un câble par rapport aux arbitres, et au final, j'aurais peur que ça lui colle un peu à la peau, quoi, qu'il ait cette étiquette-là. Un J'espère peu qu'il... comme les Espagnols, en fait. Un peu comme les Espagnols d'il y Ouais, a 5-6 exactement. ans, en fait. Bon, alors après, ils aussi notre stature, c'est des comportements dont on peut. Bon, en même temps, Doncic est champion d'Europe, donc bon, ça va peut-être de pair. Mais il y a un moment, l'Espagne était vraiment dominante. Et donc, du coup, il y a toujours les coups de sifflet des stars. Et c'est vrai que moi j'adore l'Espagne, hein, mais c'est difficile à dire en France, mais pour moi, on peut que les admirer. Mais c'est vrai que les Pogazol, les moins Marc, mais les Rudy, Fernandez, etc., sont des joueurs qui parlent beaucoup aux arbitres. Néanmoins, voilà, Doncic n'est pas encore arrivé, n'a pas encore cette stature-là. Il l'a, hein, sur le plan, mais il n'a pas cette expérience-là pour pouvoir le faire. Et même d'ailleurs dans le plan de Gasol, etc., c'était quand même à la fin un peu too much. Là, c'est vraiment too much pour un joueur de stage là, quoi. Voilà, Il est encore jeune. voilà, trop, Bah, trop jeune. faut espérer qu'il gagne en maturité. Je pense que ce sera le cas, j'espère en tout cas. Je voulais savoir, voilà, est-ce qu'il y a un joueur qui vous a déçu? Je vais commencer par Jérémy. Ou une Euh, équipe. Une équipe. Bah, une équipe. Alors, moi, bon, ça répond pas à ta question, hein, je suis désolé. J'ai été déçu de la sortie de l'Argentine. Pas parce qu'ils ont mal joué, pas parce qu'ils ne sont pas donnés, mais parce que ça marque la fin de la carrière de Luis Scola, et même s'il n'a pas annoncé officiellement, mais bon, on peut globalement s'en douter. Et voilà, c'est pour tout ce que cette équipe a apporté au basket mondial, pour tout ce que ce joueur, en tout cas, parce que maintenant c'est des nouveaux dans cette équipe, mais pour tout ce que le joueur-là a apporté, voilà, j'ai été vraiment très attristé de le voir sortir à ce stade-là, surtout que finalement, c'est quand même les médailles d'argent, hein, donc de la dernière Coupe du Monde. Donc voilà, c'était un peu dur pour moi. Après, enfin, j'ai aussi été déçu, mais c'est davantage chez nous. Mais il s'agit de blessures, de ne pas avoir plus voir Franck Nilikina, parce que moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et j'aurais aimé pouvoir le voir, même pourquoi pas se relancer dans le cadre de cette compétition pour sa carrière sportive. Après, est-ce que j'ai été déçu j'étais aussi déçu de ne pas voir l'Espagne aller plus loin qu'en quart de finale. C'est dommage de voir ces affiches-là en quart. Mais sinon, déçu d'un joueur en particulier. Je sais qu'il y a des gens, pour en avoir parlé, qui s'attendaient à voir le Nigeria plus haut. Honnêtement, Mm. par le coup d'éclat lors des matchs de prépa face aux États-Unis, donc je m'attendais pas vraiment à les voir, à les voir atteindre un stade très, très, très conséquent, dans le sens où c'est une équipe qui joue encore une fois beaucoup sur du physique, et une équipe qui se connaît peu et qui, en plus, pour l'avoir entendu, enfin, je pense qu'on le sait tous, a aussi traversé ces Jeux Olympiques dans des conditions logistiques très compliquées. Donc voilà, donc je suis même pas déçu de ça. Donc, à part le fait d'être déçu en tant que fan, de voir l'Argentine sortir si tôt, de peut-être moins voir l'Espagne, d'être triste pour Ricky Rubio qui a fait une compétition incroyable. Mm. Voilà, non, je suis pas particulièrement déçu de quelqu'un, quoi. Ok. Et toi, Romain? En tant que joueur, pareil, j'ai pas quelqu'un qui me saute aux yeux sur le niveau de manière générale. En revanche, peut-être moi aussi déçu ou pas. Je m'attendais mieux du Nigeria. Euh, Assez surpris qu'au final ils sortent avec 0 victoire. Je pense qu'ils auraient pu au moins accrocher, je pense, l'Allemagne et peut-être l'Italie, parce que l'Australie dans le groupe, je mets ça vraiment loin devant. Euh,
Après, les groupes étaient relevés de manière générale. Donc, le fait que l'Argentine, l'Allemagne et la République tchèque finissent avec une victoire, je suis plus ou moins étonné. Parce que le niveau, en effet, était quand même assez relevé. Mais bon, c'est vrai que moi aussi, j'aurais aimé voir l'Argentine aller un petit peu plus loin dans la compétition. Ok, bah écoutez, moi, ma déception, j'espère pas être trop sévère avec lui, mais c'est Danilo Gallinari. Autant j'ai adoré le parcours de l'Italie, autant j'aurais aimé quand même qu'il soit plus présent. Alors ok, il met 18 points contre l'Allemagne, mais il passe au travers face à l'Australie. Face au C'est lui, Nigeria, même chose. c'est lui qui relance la France, hein, qui relance l'Italie contre la France quand même, hein. Et c'est Mm, vrai, alors c'est vrai, en revanche, qu'en quart, il m'a fait plaisir. Hmm. Mais il n'a pas eu non plus une grosse adresse au shoot. Mais c'est vrai qu'il a fait son match, 21 points, dire bon. Oui. Mais j'ai pas eu l'impression de voir un Danilo Gallinari. Moi, j'ai pas eu le sentiment de le voir à Après, 100%. honnêtement, moi j'ai. Alors, je trouve ça bizarre parce que déjà, moi j'étais surpris qu'il la fasse, hein, cette compétition. Dans le sens où maintenant il commence à taper son âge. mm. Il a fini les playoffs bon, un peu plus 10 jours avant les Bucks et les Suns, mais c'était quand même relativement tard. Et il a quand même déjà un peu de mal en NBA, hein. Ça reste un joueur formidable. Mais physiquement, ça commence à devenir dur pour Danilo Gallinari. Surtout que c'est un joueur qui a un historique de blessures vraiment très présent. Donc déjà, moi, le voir là, et le voir là, dans ces conditions-là, avec très peu de repos, je trouve que c'est quand même difficile d'être déçu. Mais tu as le droit Ouais, de ça fait l'être, mais, hein. mais, mais je comprends, hein. Je me dis que ça sera plus le Gallinari spectaculaire comme avant, aussi athlétique. Maintenant, il prend de l'âge. Mais je m'attendais quand même à le voir un peu plus présent sur certains matchs, quoi. Et c'est là où je me dis, ok, c'est un joueur NBA, hein, je veux pas créer la polémique, mais est-ce que ça aurait pas été mieux de prendre justement un joueur italien qui joue en Europe, comme Aoudou Abbas, par exemple, ou un autre joueur italien, que de prendre un Gallinari qui, certes, peut paraître un pilier de la sélection, mais qui au final n'était pas, comme j'ai dit, à 100%, quoi. Bah, alors après, moi, je ne sais pas dans quelles conditions sont fait la sélection. Je pense que c'est des questions qu'on se pose aussi dans chaque pays. On se rappelle un peu tous de nos JO de 2016, hein, qui étaient glorieux, avec des anciens qui n'avaient peut-être pas leur place sportive. Après, je veux dire, les Italiens, en fait, ils ont toujours aussi, chez leurs joueurs NBA, ils ont toujours eu du mal à les attirer. Bellinelli a quand même été souvent présent. Gallinari, pas toujours. Bargnani, pas toujours non plus. C'est une équipe qui a toujours eu un peu de mal, enfin une sélection qui a toujours eu un peu de mal à compter avec autant de régularité sur leurs joueurs NBA que nous. Alors certes, ils en ont moins, mais de ce côté-là, on est un peu plus privilégié. Et c'est un peu comme en 2016. Je trouve qu'on fait, pour nous, on reproche encore souvent à Vincent Collet d'avoir fait le choix d'accepter d'avoir des anciens qui reviennent alors qu'ils ont peut-être plus place à ce niveau-là de la compétition. Je pense notamment à Feu Pietrus et puis un degré moins de Gélabal. Mais bon, parce que Parker était quand même, on pouvait pas lui dire de pas venir. Mais, euh, mais je pense qu'à un moment, c'est cette histoire de mérite sportif de ce joueur-là à qui on peut octroyer parfois le droit de. Oui, il est peut-être moins efficace sur le parquet, mais de par son parcours et de par ses entre guillemets sacrifices en sélection, d'avoir le droit d'être présent. Voilà, je pense qu'on peut pas l'enlever. On peut pas l'enlever à un joueur. C'est difficile de l'enlever à un joueur, vraiment, à un joueur de cette carrière-là. Et c'est difficile pour une sélection aussi. Et puis, alors peut-être que sur le parquet, il n'a pas été toujours irréprochable, mais dans le vestiaire, ça compte aussi dans une sélection. Voilà, il y a aussi une sorte de cohésion, d'alchimie qui est importante. Et bon, honnêtement, je ne l'ai pas trouvé non plus ridicule. Et en plus, voilà, de là à dire qu'il n'avait pas sa place dans la sélection italienne, je trouve ça là par contre un peu dur. Voilà. Alors, je voulais En savoir. revanche, Ouais, tu voulais dire, Romain? non, Non, moi c'est bon. c'est moi. Non, mais je voulais. Oui, pardon, Romain, parce que j'ai trop parlé, je parle trop. Non, non. Vas-y, Jérémy. Non, moi j'étais déçu par j'ai été un peu déçu par Nico Magnon.
Ah, ok. Ah, ok, Ah, d'accord. qui a fait des matchs, mais il fait ses matchs, hein, il n'y a pas de problème. hmm, Mais, mais je trouve qu'il doit progresser dans la gestion du jeu. Vraiment dans la gestion dans le peut-être que ouais. contrôle du ballon. Voilà, tendance parfois à trop accélérer, parfois tendance à prendre trop de responsabilités. Justement, c'est important aussi, même si on est peut-être plus talentueux que les autres, de leur confier le ballon pour qu'ils puissent tout simplement prendre confiance, qu'il y ait un plan de jeu qui puisse se dérouler. Et c'est là où je l'ai trouvé encore un peu jeune. Le mot déception est un peu fort, hein. Mais je pense que finalement, face à nous, l'Italie avait la place de passer. Ok. Ah Elle ouais. avait la place de passer et que c'est peut-être lui qui est dans l'erreur sur les moments importants. Ok. Ok, d'accord. Romain, tu avais quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, non, c'est vrai qu'en effet, Magnon, pour moi, m'a un peu déçu, même si en effet il fait ses matchs. Et c'est vrai que contre la France, bah, il passe au travers. Je pense il fait un meilleur match que ça. Ouais. Enfin, voilà, ça se voit clairement si on regarde ses stats. C'est clairement c'est insuffisant. Un peu trop de ballons Mm. perdus pour moi, des choix un peu douteux en attaque. Mm. Voilà, je pense que en effet, il est amené que à progresser. Il a que 20 ans, hein. Donc Ouais. l'avenir est clairement devant lui. Et je Ouais. pense que son retour en Europe va lui faire du bien. Vraiment. Ouais. Exactement. Mm. Mm. La Virtus Bologne, en plus, je pense qu'il va s'éclater. Mm. Et puis avec un sacré mentor avec lui. Ouais, c'est Ouais, ouais. Déjà, le coach et puis le roster, ouais, ça va être intéressant de suivre ça, ouais. Alors ensuite, bah voilà, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un joueur ou une équipe qui vous a surpris? Je vais commencer par Romain. Sur celle-ci, non. Alors après, c'est peut-être plus déçu ou surpris. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au niveau de l'Argentine. Je suis surpris par le fait qu'ils sont sortis rapidement. La République tchèque, je pense, était pareil, fatiguée de leur Mm. TQO et Ouais, tout à fait, j'ai ouais. été assez Ouais. surpris aussi du fait qu'ils soient sortis rapidement. Donc je Mm. dirais que voilà, ça va de pair par rapport à juste avant ce que je disais. Voilà, en plus d'être déçu, surpris aussi de ça, je m'attendais à mieux. Ouais, ouais. Enfin, là, je partage un peu ton avis, mais c'est vrai que, alors, bon, déjà, on a mentionné le contexte, hein, de ces JO en préambule. Le contexte sanitaire, le fait qu'il y ait des équipes qui aient moins de prépa qu'à l'habitude, qu'il y ait des joueurs qui soient libérés très tardivement, les déplacements parfois un peu compliqués. Donc en effet, je pense que c'est le cas pour l'Argentine, qui est aussi sur une phase de transition, hein, qui évidemment avec des joueurs qui émergent, qui sont peut-être pas non plus tous au niveau, qui n'ont pas tous le talent de la génération précédente. Mais en plus pour la République tchèque, ouais, je partage ton avis, Romain, dans le sens où ils sont énormément édonnés sur un TQO qui était vraiment pas facile. Et déjà, on sait comment ça se passe, hein, mais d'ailleurs, c'est un peu comme nous, même si on avait plus d'ambition sur le truc. Mais on a dû passer par le TQO avant d'aller au JO en 2016 de mémoire. C'est d'ailleurs Parker qui nous sauve bien. Et c'est déjà presque une victoire, en fait, ces moments, ces tournois préliminaires. Et c'est des victoires qui arrivent juste avant la compétition reine. Et c'est difficile de se remobiliser, c'est difficile de retrouver de l'énergie, parce que c'est des compétitions à part entière, parfois avec quand même une compétition qui est déjà très conséquente, quoi. Et quand on voit toutes les équipes qui sont faites éliminer en TQO, je reviens sur la Serbie, mais même sur le Canada, sur la Grèce, voilà, c'est quand même des choses solides qui n'auraient probablement pas démérité d'être au JO. Donc déjà, passer cette étape-là, c'est tellement de ressources. Et malgré tout, la République tchèque est une équipe talentueuse. C'est pas une petite équipe pour moi. C'est vraiment pas une petite équipe. C'est une équipe qui va grandir. Mais, euh, mais je pense que c'est pas une équipe qui a la profondeur d'effectifs qui lui permet de passer et un TQO et ensuite de faire des miracles au JO, quoi. C'est un peu dur, surtout dans le contexte sanitaire Ouais. actuel et donc toute la logistique qui allait avec, quoi. Et si je peux rajouter juste quelque chose là-dessus, le fait que le TQO soit au Canada
Ouais, non, mais c'est pour une après hérésie. repartir Ouais, au ouais. Japon. Voilà, on parle d'heures de vol, de repos, de Bon, décalage alors, horaire. Enfin, on peut pas être à 100% à un moment après, donné. il suffit que de partir parce qu'on voit la carte dans ce sens-là, mais si on tourne la carte, finalement, le Canada est pas plus loin que la France, Ouais. mais pour aller au Japon. Mais en effet, c'est des déplacements qui sont presque illogiques en fait à la fin. Surtout que, vraiment par rapport aux dates de la fin de TQO et le début des JO, ouais, il y a trop peu de temps, c'est compliqué quoi. C'est compliqué pour les organismes. Je C'est pense que pour compliqué. les TQO, ils auraient dû se rapprocher du Japon et de faire tout le monde en même temps. Je pense que ça Ouais, aurait bien sûr. été plus simple. Maintenant, après, bon, voilà, Ouais. hein, c'est la FIBA, c'est monde, donc faut aller un petit peu partout. Voilà, c'est comme ça, mais je pense qu'ils auraient dû, voilà, ils auraient dû regrouper un petit peu tout le monde. Ouais. Après, pour un joueur qui m'a. Ah, mais en plus, non, mais j'allais dire qui m'a surpris. En fait, c'est une mauvaise surprise. J'aurais peut-être dû dire ça en second point. C'est Damien Lillard Ah, que j'ai pas trouvé très bon. C'est ce que j'aurais dû dire avant, en fait. la même, Que j'ai vraiment pas la même trouvé chose très pour bon moi, hein. sur cette compétition. Voilà. Voilà. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, là, s'il fait son match contre nous, c'est pareil, hein. Bon, après, je veux dire, Ouais. on peut refaire des si, etc. Mm. Mais tant mieux qu'il ne fasse pas son match parce que bon, ça nous a quand même bien aidé. Mais voilà, il n'a pas été très dedans. Et moi, j'ai un problème quand même avec les États-Unis sur cette compétition où on les a vus tweeter et faire des Instagram tout au long pendant les 15 jours. Mais même tweeter, quand je veux dire tweeter, c'était pas pour se féliciter de la victoire, c'était pour se brancher avec des fans. Damien Lillard qui parle de ses rumeurs de contrat avec un journaliste en bois. J'ai trouvé que c'était très bizarre, quoi. Voilà, de leur part. Bon, après, ça la regarde. Mais ça m'étonne quand même, en plus dans le cadre d'un environnement contrôlé quand même par Greg Popovich, même si je pense pas qu'ils sont en position d'interdire les téléphones portables. Mais voilà, j'ai trouvé ça étonnant de leur part, surtout après une défaite, après même la préparation qu'ils ont faite, quoi. Voilà. Je l'ai pas trouvé très. Bah écoutez les gars, moi, ma surprise, c'est plus une surprise dans le sens agréable. C'est c'est une équipe qu'on attendait quand même, mais c'est l'Australie. L'Australie, alors on sait qu'ils ont des grosses individualités, avec Patty Mills, qui en FIBA est énormissime, avec Joe Ingles, avec Nick Kay, Jock Landale, qui s'est de plus en plus imposé au sein de cette équipe, Matisse Thybulle. Mais moi, ce que j'ai adoré, c'est leur façon de jouer. Ça joue collectif, j'ai trouvé. C'est une des équipes qui a fait le plus de passes décisives dans la compète. Et en plus de ça, ils ont plutôt un beau ratio passes décisives balles perdues, puisque c'est une des équipes qui perd le moins de ballons. Et puis en plus, j'ai trouvé que ça défendait, quoi. Si on regarde les équipes du groupe où ils étaient, l'Italie et l'Allemagne, j'ai trouvé que l'Australie défendait quand même un peu mieux. Donc c'est ce que j'ai aimé avec cette équipe. Elle développe du jeu, en plus d'avoir des grosses individualités, comme j'ai dit, quoi. Mhm. Jérémy, est-ce que c'est une équipe que tu as suivie, ça, l'Australie? Ah ouais, ouais, ouais. Mais après, du coup, j'utiliserai pas le terme surprise parce que ça fait quand même un moment qu'ils ont déjà cette identité de jeu. Euh, Bon, ces individualités-là aussi, mais vraiment cette identité de jeu, déjà moi, il m'avait impressionné en 2016. Euh, il- 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 si, Vraiment, alors c'est dommage parce que c'est une équipe qui arrive en fin de cycle, euh, mais c'est un peu l'inverse de nous, enfin, dans le sens où on dit toujours pour nous, enfin surtout les Français, qu'on aurait dû déjà avoir 5 ou 6 médailles d'or depuis sur les dernières années. Bon, et moi, je n'ai pas ce chauvinisme-là, dans le sens où j'accorde aussi du respect à nos adversaires. Et parfois, alors, parfois, on aurait pu, hein, évidemment. Mais bon, voilà, c'est comme ça que le basket se décide. À l'inverse, et même malgré tout, on a toujours récolté des médailles. À l'inverse, les Australiens, c'est leur première médaille. C'est quand même leur première médaille depuis j'ai l'impression, je sais pas, Après, enfin, juste pour ouais, dis-moi, préciser, dis-moi. après 4 échecs au JO et un échec Ouais, à la Coupe ouais. du Monde 2019. Merci, ça m'aide. Merci, ça m'aide énormément. Parce qu'en plus, voilà, ils ont pas toujours eu, pour me rappeler des JO 2000, c'était pas la même équipe, hein, c'était pas mal plan de jeu non plus. Mais en tout cas, depuis 5-6 ans, c'est cette équipe-là, quoi. Et cette équipe-là, elle est très forte.
Alors de mémoire, je me demande même si on les affronte pas, nous, en 2016, en phase de poule, et si on perd, je crois qu'on perd. Euh, Ça a toujours été pour moi, enfin voilà, depuis 5-6 ans, c'est une équipe qui est là, et c'est une équipe qui aurait dû amasser au moins 2 médailles de plus. Voilà, ça c'est une évidence. En revanche, je suis heureux comme un enfant. Parce que quand tu vois un mec comme Patty Mills, je veux dire, qui peut ne pas l'aimer? Voilà, je suis vraiment content pour lui qu'il l'obtienne enfin, parce que c'est amplement mérité. Et même si ça. Et d'ailleurs, à cause de ça, ça va créer une bête, parce que Doncic, la mauvaise, et du coup, on va se le taper pendant 10 ans avec la rage aux dents. Mais en tout cas, à l'âge qu'a Doncic, il a le droit d'avoir des larmes. Je suis content que Patty Mills là soit content, quoi. Voilà. Sachant que Patty Mills, faut en profiter, hein, parce que Ouais. 33 ans, dans Ouais, ouais. 3 ans, ça fait 36. Dans 3 ans, c'est les JO. Il y a, entre-temps, comment dire, il y a le championnat du monde. Voilà, je pense qu'il reste max 2 grosses compètes. Et puis après, malheureusement, voilà, ce sera la fin. Donc, il faut encore un petit peu Ouais. profiter. Ouais. Après, c'est quand même une génération. Alors, même si les anciens comme Ingles et Mills sont en fin de carrière, il y a quand même d'autres basketteurs qui arrivent. Alors, Ben Simmons, je ne sais pas si on Mm. doit l'inclure dedans parce que je ne suis pas sûr qu'il soit très motivé. Mais bon, il y a Josh Giddey qui vient de se faire drafter par le Thunder, qui est quand même très très bon. Il y a Dante Exum, il y a Fable des 76ers. Donc, d'ailleurs, j'étais vraiment content de voir Dante Exum à ce niveau-là. Euh, Déjà fouler le terrain. Et Oui. alors, c'est pas un joueur de stats, je crois que ça le sera jamais. Mais moi, c'est un joueur que je trouve vraiment très élégant. Il a fait chier les Américains et il était bien présent sur ce match-là. Et j'étais vraiment très content de le revoir. Et quoi qu'il en soit, qu'il y a une génération qui va se retirer du côté de l'Australie, il y en a une autre qui arrive et elle risque de faire très très mal aussi, quoi. Ben, j'espère en tout cas, j'espère parce que c'est vrai que c'est une équipe que j'aimerais voir de nouveau sur un podium, quoi. Ne serait-ce que gagner une médaille de bronze ou d'argent. On verra bien. Alors, on va parler des différentes équipes qui sont qualifiées pour l'écart. Je voulais qu'on parle de l'Espagne et de l'Argentine. Est-ce que pour vous, ces deux équipes-là sont clairement en fin de cycle? Est-ce que pour vous, ça fait peu de doute que, ben voilà, l'Espagne, on voit que c'est plus tout jeune. Et est-ce que l'Argentine peut faire un podium dans les années à venir? Je vais demander à Jérémy. Bah, j'ai pas envie. Après, moi, j'ai envie d'enterrer personne. Bon. Le parallèle est à faire entre les deux équipes, évidemment, par rapport à leur sortie. Malgré tout, c'est pas deux sélections qui en sont au même stade non plus. Euh, il y a des Argentins qui émergent. Je suis pas sûr qu'ils se seront. Après, c'est aussi d'autres générations. Je suis pas sûr qu'ils seront au même stade d'investissement et aussi même sportivement que leurs glorieux aînés. Mais à mon sens, je suis pas sûr qu'en tout cas, en plus, on le voit aujourd'hui. Alors, nous, on a cette chance-là en France, hein, d'avoir des joueurs qui tiennent au maillot, vraiment. Alors, je pense pas qu'on peut enlever aux Argentins leur amour du maillot. Néanmoins, quand une sélection marche moins bien et qu'une individualité qui va sortir sans que bon, il n'y a pas grand-chose à espérer d'une sélection, elle peut faire l'impasse. Et je suis pas sûr que chez leurs jeunes joueurs émergents, voilà, il y aura toujours cette constance qui feront que ils seront toujours là. Je pense à David Dozard, on verra aussi ce qu'il arrive pour lui. Mais clairement, je suis pas sûr que le vivier argentin là soit le plus conséquent. Pour en tout cas assurer la même solidité, le même basket magnifique que leurs prédécesseurs ont créé. Pour l'Espagne, c'est différent. Euh, on le savait forcément qu'ils allaient arriver sur leur fin. C'est davantage une transition, parce qu'il y a quand même déjà d'autres joueurs qui sont vraiment implantés en NBA. Maintenant, honnêtement, moi, je crois pas que Ricky Rubio revienne. Parce que ça faisait déjà depuis 1 an ou 2, hein, depuis en fait le décès de sa mère, qui met des doutes sur sa contribution, sur sa participation. Là, en plus avec le contexte sanitaire, il avait l'air vraiment pas chaud. Donc, je suis pas sûr qu'il revienne. S'il revient, tant mieux. Maintenant, il y a quand même des joueurs en Espagne. Il y aura toujours des joueurs en Espagne. Je pense même pas aux frères Hernan Gomez, hein, mais il y a vraiment pas que. Donc, encore une fois, c'est pareil, il y a toujours des stades de transition.
Ça sera peut-être pas la même génération dominante, mais bon, en fait, pour répondre à ta question, oui, c'est clairement une fin de cycle pour les deux équipes. Mais en fait, compte, dans l'Argentine, c'était déjà la fin de cycle. Le cycle était déjà. En fait, s'ils ont eu une médaille de. S'ils ont été jusque-là l'an dernier, c'est quand même parce qu'il y a Luis Scola, quoi. C'est un peu Luis Scola qui a tenu la baraque. Euh, voilà, c'était un peu le champ du signe. Maintenant, la fin de cycle était déjà là, et donc c'est une équipe qui l'a déjà entamée, qui est vraiment une sélection qui est vraiment en reconstruction. Pour l'Espagne, c'est une équipe une sélection en transition. Voilà. Je ne suis pas très surpris par le déroulement de ces JO pour eux. Mais je les enterrerai jamais, on peut pas les enterrer. Le bassin de population est conséquent, le nombre de joueurs de talent est conséquent. Voilà, on peut pas les enterrer, mais bien sûr que c'est la fin pour la génération dorée. Je suis pas sûr qu'ils soient encore. Je pense qu'on peut les taper là, en revanche, pendant les 5-6 prochaines années, et ça nous fera du bien. Et il sera temps. Mais voilà, c'est ce que je pense. Ok. Bah, Romain, je pense que tu partages. Exactement pour la fin de cycle concernant l'Espagne, en tout cas pour une génération, hein. Les deux Gasol, 41 et 36 ans, Rudy Fernandez 36, Sergio Rodriguez 35, et juste en dessous, il y a Yul qui a 33 et Claver 32. Ouais. Déjà, rien que là, on parle quand même de joueurs qui est, je dirais, quasiment la base de l'équipe. Et puis Rubio a déjà sa trentaine, hein, en plus. Hein, Exactement, qui a 30 ans aussi. Donc, en effet, le fait que la question peut se poser dans les prochaines années, allez, une dernière Coupe du Monde, un dernier JO à Paris, et puis je pense qu'après, ça fera trop loin. Après, pour les jeunes qui étaient dans l'effectif des JO, il y avait Abrines 28, Abaldé 25, Garouba 19. Donc, au final, c'est le plus jeune qui a joué, qui a foulé le terrain. Hernan Gomez 27. Donc, clairement, il va y avoir une page qui va se tourner. Ils vont réussir à se renouveler parce qu'ils ont un championnat qui est dingo. Ils vont sortir des dégâts, on ne sait pas d'où, et puis ils vont encore faire des stats de folie. Moi, je pense que voilà, pour une grande compète, pour cet effectif actuel qui a joué les Jeux Olympiques, je pense que oui, c'est la fin. L'Euro, c'est 2022, donc c'est l'année prochaine, en septembre. Allez, peut-être un barreau d'honneur pour quelques-uns, mais je pense que voilà, on va pouvoir enfin respirer sans sans les Espagnols, ce qui est pas plus mal parce que je vois pas les deux Gasol faire l'Euro l'année prochaine. Non, de toute Fernandez façon, non plus. ils ont déjà annoncé leur retrait. Hein. Voilà, exactement. Fernandez, c'est pareil. Rodriguez, même s'il joue encore au Milan, c'est pareil. Ouais, ouais. Bon, je pense qu'il y aura que Yul et Claver qui vont le faire. Et puis après, les autres que je disais tout à l'heure concernant l'Espagne. C'est intéressant. Vas-y, pardon, termine. Oui, pardon, vas-y, finis sur l'Argentine, vas-y, bien sûr. Non, mais je voulais dire que c'est intéressant ce que tu rappelais aussi sur les jeunes sur les jeunes espagnols, entre guillemets jeunes, parce que finalement, ils sont plus si jeunes que ça. Voilà, Exactement. quand tu mets Abrines, Hernan Gomez, etc., ils sont plus si jeunes que ça et ils n'ont pas le niveau non plus de leurs aînés, enfin, qu'ont eu leurs aînés. Donc voilà, je pense que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile là pour l'Espagne. Ils vont se renouveler, je partage totalement ton avis. On le partage, mais ouais, ça va être compliqué pour eux. Le seul vrai jeune, en tout cas, qu'on connaît plus ou moins, c'est Garouba, ouais. et qui a quasiment pas joué sur la compétition. Et il a 19 ans. Il vient certes de signer aux Rockets, mais au final, c'est le seul jeune, quoi, et qui est très bon. Ouais, il est très brut. Il est très bon, mais il est et très aussi, brut. Ouais. Ouais, voilà. Exactement. Ouais. Pour l'instant, il va grandir aussi dans le jeu, et je pense que plus tard, voilà, si la formation est bonne, ça peut faire plus que très mal. Je vois pas les Mirotic et Ibaka. De toute façon, il peut y avoir qu'un des pareil. deux, mais je ne vois pas revenir non plus. Donc, non. Je suis pareil. Je pense qu'ils vont réussir à trouver des gars, mais à l'intérieur du championnat espagnol, comme d'habitude, ou des gens qui n'ont pas forcément mis plutôt le maillot espagnol en équipe nationale, et puis qui vont demander à venir sur les prochaines compétitions. Concernant l'Argentine, moi je trouve que l'effectif est entre guillemets légèrement plus jeune, même si c'est en effet en fin de cycle. Et en effet, après cette génération qui est en cours,
Alors j'enlève Scola, hein, évidemment, hein. Mais je pense qu'après la future Coupe du Monde et les JO à Paris, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Campazzo, 30 ans, La Provitola, 31, pour les plus vieux, Delia, 29, et après les un peu moins vieux, Gabriel Deck doit avoir Bolmaro, 27 ou 28 ans, non? 26. J'ai 26, ok. regardé. Bolmaro, Delia à 20 ans. 29 et ouais, Dex, il est plus jeune, je crois, ouais. C'est Ouais, ok. ça. Bolmaro à 20 ans, donc c'est le seul jeune, entre guillemets. Vildoza, 26. Et Patricio Garino, 28. Donc, s'ils n'arrivent pas à trouver quelques perles ou à les faire développer dans le championnat européen, je pense que ça va être compliqué pour eux dans les années à venir. On va les retrouver à la Coupe du Monde, en tout cas pour ces 3, 6, pour ces 7 joueurs-là. Les mondiaux, mais après, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Voilà, je pense que ça va être compliqué, quoi. Ok. Ouais, en plus, honnêtement, la Coupe du Monde pour l'Argentine, alors on leur enlève rien de leur mérite, hein, c'est quand même eux qui nous ont baffés. Moi, je les ai trouvés déjà en sur-régime Ouais, durant la Coupe du Monde. c'est vrai. Voilà, ils se sont donnés à 110, 115, 120%, plus que toute l'équipe, et c'est tout à leur honneur. Mais ça ne correspond pas, à mon sens, à la valeur intrinsèque de cette équipe-là, quoi. Voilà. Donc ouais, je suis un peu, voilà, je suis un peu je suis pareil, je suis un peu pessimiste quand même sur cette équipe, sur cette sélection. Ok, bah écoutez les gars, moi je suis clairement du même avis que vous, j'ai rien à ajouter, vous avez tout dit, mais c'est clair que l'Espagne, va falloir rajeunir le roster, mais je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça, ils forment pas mal, donc on entendra sûrement reparler d'eux dans peu de temps. Alors on va passer à deux autres équipes qui se sont qualifiées en phase finale et qui sont issues du même groupe. C'est l'Italie et l'Allemagne. Alors, je vais commencer moi à parler de ces deux équipes. L'Italie, j'ai adoré le parcours qu'ils ont fait, sachant que c'était déjà énorme qu'ils soient là par rapport au fait que ils ont tapé la Serbie au tournoi de Mm. qualification olympique Et quel et en match? Serbie, ce qui est énorme. J'ai adoré Simone Fontecchio qui a fait un tournoi Mhm. exceptionnel. Donc il était à plus de 19 points de moyenne. Et puis les autres joueurs de l'effectif aussi, hein, Stefano Tonut, Achille Polonara, Nico Magnon, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, il fait encore quelques petites erreurs. Mais j'ai adoré aussi la façon dont Meo Sacchetti a coaché cette équipe, voilà, et le discours qu'il a eu pour eux à la fin du quart où il a dit écoutez, soyez pas déçus, soyez fiers déjà du parcours que vous avez accompli. Donc voilà, l'Italie, c'est en quelque sorte un coup de cœur. Alors après, c'est sûr que ça manque un peu de taille dans la raquette. Ça manque aussi peut-être un peu de défense. Mais c'est une belle équipe. Dire qu'ils iront loin dans les prochaines compètes, j'ai un peu de mal à l'imaginer parce qu'à l'époque où il y avait John Tilley, Datome, en plus des joueurs NBA comme Bellinelli ou Gallinari, on disait déjà qu'ils pouvaient peut-être être une équipe à surveiller et au final, ils n'ont pas confirmé derrière. Donc j'attends de voir les prochaines échéances. Mais là, ils m'ont plu, vraiment. Je me dis qu'il y a peut-être Matira. Et en ce qui concerne l'Allemagne, par contre, alors j'ai envie de dire c'est l'inverse. Ils ont beaucoup de grands. Ils ont au moins, j'ai noté, hein, euh, ils ont Isaac Bonga, Johannes Voigtmann, Nils Giffey, Thiemann, Bartel, Wagner et Benzik qui font plus de 2 mètres. Et pourtant, ça défend pas. Ils encaissent 273 points au premier tour. Face à la Slovénie en quart, alors ok, la Slovénie c'est la meilleure attaque du tournoi. Ils se prennent 94 points. Donc j'ai trouvé que ils ont beaucoup de big men, mais à côté de ça, je trouve que ça défend pas. Et puis c'est un peu faible sur les postes arrière, à part avec Maodolo ou, euh, ou Ouais, Andreas Obst, ou Josico Seibu aussi. Voilà. Donc voilà mon avis sur ces deux équipes. Après, ces deux équipes, bon, c'est deux équipes qui sont assez différentes, mais comme tu l'as dit, après finalement l'Italie, c'est là où pour moi il y a une vraie différence entre une vraie équipe FIBA Ouais. et une équipe qui est moins constituée de joueurs FIBA et dont en plus les joueurs émergents jouent aux États-Unis.
Et voilà, l'Italie a quand même cette identité de jeu où la plupart, alors on peut parler même s'il y avait Niccolò Melli ou même s'il y a Magnone, mais bon, le background est vraiment le background est vraiment européen et c'est là où je trouve qu'il y a une véritable différence entre les deux équipes, d'autant que malgré tout, il faut essayer de rappeler, les joueurs italiens sont quand même pas non plus si jeunes. Voilà, il y a une grosse base qui a maintenant 31 ans passés, et bon, pour Gallinari qui est l'ancien. Les Allemands sont plus jeunes. Polonara a 30 ans, 3, ouais. Moraschini a 30 ans, 31 ans, 30, ouais, on est en 2021, ouais, dans 30 ans. Nicolas Melli a déjà 30 ans aussi, Gallinari en a 33. Donc voilà, la base est quand même assez expérimentée. L'Allemagne, non. Enfin, l'Allemagne, il y a quand même une grosse base qui joue en Europe, mais il compte énormément sur Moritz Wagner et sur Isaac Bonga. À mon sens, c'est un peu une erreur de trop compter d'ailleurs sur Isaac Bonga, dans le sens où je pense que ce sera toujours un role player, un très bon role player peut-être, mais que ce soit en NBA ou même en Europe, je pense que c'est un role player. Et ce qui n'enlève rien du tout à la qualité d'un jeu. Hein. Draymond Green est un très bon role player. J'étais fan de Dennis Rodman, c'est un très bon role player, mais je trouve que dans leur schéma de jeu, ils comptent un petit peu trop sur lui. Donc voilà, c'est quand même deux équipes qui en sont à des stades différents. En revanche, je ne dirais pas que l'Allemagne n'a pas les capacités pour retrouver des bons sommets européens. Mais c'est vrai que ça manque ça manque de clarté, ça manque de lucidité, ça manque de vrais fonds de jeu. Ouais, non, moi je dis l'Allemagne, en plus j'ai regardé les stats, ils sont 7e au rebond, 11e au contre, 8e aux interceptions, ça défend pas, alors que, en plus déjà je veux dire au rebond, 7e et 11e au contre, quand on voit qu'ils ont des mecs de plus de 2 mètres, je trouve ça inquiétant moi. Après, est-ce qu'ils feront des podiums dans les années à venir? Pour moi déjà, s'il n'y a pas les stars, s'il n'y a pas Dennis Schroeder, s'il n'y a pas Daniel Theis notamment, je les vois pas faire de podium et comme tu disais, ça manque de clarté, je trouve. Après, pour les rebonds, etc., et la défense, faut pas non plus oublier que leur plus grand joueur, c'est quand même Maurice Wagner. C'est quand même pas le joueur le plus. C'est quand même un grand qui s'écarte, hein, Ouais, traditionnellement. ouais, C'est pas le joueur de la raquette, quoi. mais Donc, ça aide pas, quoi. c'est le blême, ils ont toujours eu des intérieurs qui s'écartaient. Ben, Nowitzki a un peu lancé, entre guillemets, la mode des intérieurs qui s'écartent pour shooter de loin. Je me souviens d'Yann Yagla, je me souviens de Sven Schulz. Ils ont toujours eu ce type d'intérieur, mais à côté de ça, ça prend pas de rebond, il y a pas de contre. Je veux dire, faudrait qu'il y ait un fond de jeu défensif pour moi, surtout dans le basket FIBA. Romain, t'as un avis là-dessus? Ouais, je suis un peu du même avis, dans le sens où pour moi, l'Italie est quand même au-dessus de l'Allemagne. Ouais. Le noyau est là, donc l'année prochaine à l'Euro, si tout le monde est là, ils vont encore être pénibles. Et en effet, on est aussi sur une génération pour certains, Gallinari qui en a 33. Par exemple, maintenant les autres, 33 ans, les autres voilà, vont être là encore. Magnon qui a 20 ans, c'est l'avenir. Pour le reste, j'ai trouvé que ça jouait bien quand même, un peu fou par moment, mais c'est ce qui a fait que contre la Serbie, ça a fonctionné, puisqu'ils sortent un match de dingue en TQO, et il y a eu un petit peu de continuité après sur le tournoi olympique. Et en effet, après, moi, j'ai un peu plus peur de l'Allemagne, où en effet, on ne sait pas trop. C'est un peu fouillis. Certes, il y avait les deux joueurs majeurs qui n'étaient pas là, mais voilà, à voir. Il faudra compter sur eux encore une fois à l'Euro l'année prochaine, parce que quoi qu'il arrive, ils vont répondre. Ils vont répondre présent. Et j'étais en train de regarder, la moyenne d'âge est la même pour les deux équipes. C'est 27 ans sur l'effectif qui jouait les Jeux Olympiques. Et ça se joue à quelques centimètres pour la taille aussi. Donc, au final, voilà, c'est plus ou moins rapproché. Mais je dirais qu'il y a quand même un avantage pour l'Italie, pour moi, sur les deux équipes, quoi. Après, la moyenne d'âge est la même, mais les joueurs Elles sont différentes, ça c'est clair. stars même allemands sont plus jeunes que Exactement.
l'Italie ou voilà. Que les Italiens ou les plus gros se vieillissent, hein, hormis Magnon, les autres, voilà, hein, c'est 30 ans ou presque. Donc voilà, par rapport aux Allemands, où là c'est différent, c'est plus 25, quoi. Donc non. En effet, il y a peut-être un plus gros avenir, on va dire, pour l'Allemagne. Mais à l'heure actuelle, voilà, les Italiens, pour moi, sont plus au point. Ok. Écoutez les gars, on va passer maintenant à deux autres équipes, la Slovénie d'abord et l'Australie. Alors la Slovénie, je voudrais savoir si pour vous, s'il y a une réelle émergence, même si je pense que ça fait peu de doute. Et je voulais savoir aussi si pour vous, l'Australie peut faire de nouveau des podiums dans les compètes à venir, comme les JO, les championnats du monde. Je vais commencer par Romain, ton avis? Bah, pour moi, émergence de la Slovénie, je dirais oui, mais même continuité, carrément. Oui, bah oui, ils sont champions Parce d'Europe, hein. que, exactement, champion d'Europe. Et puis quand on regarde l'effectif sur les 7 joueurs cadres, donc Donzic, bon, bah, 22 ans, donc ce que je disais au tout début, hein, c'est parti pour 10 ans. Kanchar, 24, Dragic, 32, donc un peu moins. Blazic, 31, Mike Tobey, 26. Et Muric, 29 ans. Bah là, et j'ai oublié Prepelic qu'on a 28. Là, sur ces joueurs, ces 7 joueurs cadres, bon, bah, on peut encore compter quelques années pour eux si tout le monde est présent. Donc après, c'est toujours pareil, hein, Donzic, comme pas mal de joueurs, a signé un méga contrat pendant les JO. Qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis de Dallas pour les futures compétitions? Est-ce qu'ils vont être gentils et faire un petit peu comme Nowitzki et le laisser ou pas? Bah, ça, je pense que ça va être le facteur X, on va dire. Maintenant, voilà, hein, l'Euro l'année prochaine, Coupe du Monde 2023, JO 2024, tout s'enchaîne. Et donc, bah, là, on est parti pour 3 ans avec eux et plus ou moins le même effectif pour la Slovénie, quoi. Et l'Australie? Pour moi, l'Australie, je dirais plutôt fin de cycle. Parce que les joueurs cadres, pour la plupart, alors dans les cadres, je mets Mills qui a 33 ans, Ingles qui en a 33 aussi, Della Vedova qui en a 30 et Aaron Baines qui en a 34, même si il n'a pas joué malheureusement. Voilà, on parle de 4 gros joueurs. Après, il y a d'autres joueurs comme Jack Longley qui en a 26 et Exum 26. Je pense que ça va être plus compliqué pour eux à l'avenir, sauf s'ils arrivent à sortir des joueurs de nulle part. À voir, je pense, pour la suite. Maintenant, en effet, hein, ils ont été super agréables à voir jouer sur cette compète. Maintenant, j'ai un peu plus peur pour l'Australie, pour la suite, puisqu'au final, on les voit que à la Coupe du Monde et aux JO. Donc, voilà, par rapport à la Slovénie qu'on voit en Europe, aux JO et à la Coupe du Monde éventuellement. Voilà, j'ai un peu plus peur pour l'Australie. Ok. Jérémy, je pense que tu es du même avis. Euh, Écoute, la Slovénie, comme on l'a dit, je vais essayer d'éviter les répétitions, mais moi, il n'y a pas d'émergence de la Slovénie, hein. Je dirais, on a perdu contre l'Euro 2019 et ils sont champions d'Europe. C'est une équipe qui devait être attendue, c'est une équipe qui sera là. En tout cas, Tony Dončić et l'un des deux Dragic sera là. C'est une équipe qui sera présente. Et puis, je cite que deux, mais en effet, il y a la qualité, il y a de la qualité ailleurs. Et ça me choque d'ailleurs toujours que ce soit un petit pays de, je sais pas quoi, c'est quoi, 2 millions d'habitants. Et ça Ouais, me dit toujours que si la 2-3 Yougoslavie millions. était encore, ouais, voilà, si la Yougoslavie était encore unifiée, on Ouh là parlerait là. même pas de, Aïe. on parlerait même pas de, ça serait compliqué, ce serait encore plus compliqué d'ailleurs pour les Américains, mais bref, c'est un autre sujet. Mais donc ouais, voilà, pas de, oui, évidemment qu'il faudra compter sur la Slovénie pour tout le temps. Par rapport à l'histoire du contrat et du contrat supermassif, après, il faut rappeler qu'il y a une époque où les joueurs hésitaient à venir en sélection lorsqu'ils n'avaient pas encore signé leur contrat ou leur prolongation. Moi, je note qu'il y a de plus en plus de joueurs qui, malgré tout, Aussi, ouais. quelle que soit la nation, viennent, ils sont free agent ou free agent protégés et viennent. Et au pire, je crois, dans le cas de Doncic, je crois que ce ne sera même pas le cas de Dallas. Ce sera peut-être Jordan Brand qui parfois mettra des vétos pour des tournées promotionnelles ou je sais pas. Mais ce joueur-là, ce qu'il aime, c'est la sélection nationale. Ça se voit, etc. Donc avant de le prix de sélection nationale, il faudra vraiment une grosse blessure.
ou je sais pas, je dis Jordan parce que à la fin, Mark Cuban, ça dira jamais non. À l'heure actuelle, il dira jamais non à Doncic. Donc soit grosse blessure ou soit d'autres événement, je sais pas, un mariage, mais il sera toujours là. Pour l'Australie, voilà, on en a parlé tout à l'heure. Moi, je suis moins d'accord. Pour moi, c'est pas une fin de cycle, c'est une fin de cycle pour les joueurs cadres qu'on connaît, mais il y a une vraie transition. En fait, c'est une fin de cycle, mais avec une vraie reconstruction en même temps. Il y a une vraie transition avec des joueurs qui sont déjà très très bons et qui viennent, qui se déplacent. Il y a Josh Green aussi. C'est aussi une équipe. Il y a des Australiens qui irriguent le championnat européen. Ils ont pas mal de jeunes, j'ai noté, voilà, Jock Landale à 25, Dante Exum 26, Diop 25. Voilà, il y a quand même un noyau de jeunes dans l'équipe, quoi. Oh, il y a un vrai noyau de jeunes et puis des jeunes qui sont quand même à un certain niveau. Je crois qu'on parle pas assez du championnat australien. Alors, j'ai pas vu beaucoup de matchs du championnat australien pour être honnête, mais je crois qu'il y a une vraie qualité quand même de ce championnat-là. Je voudrais pas le situer par rapport à un référentiel européen, mais le basket australien se développe vraiment. Et je pense que c'est une fin de cycle certes, mais qu'il y aura encore, ne serait-ce que dans l'équivalent de l'euro, mais pour l'Océanie, etc. Je pense qu'il y aura toujours des déplacements de cadres, le temps que voilà, qu'ils puissent passer le relais tranquillement. Et honnêtement, moi, je m'inquiète vraiment pas du tout pour l'Australie. Je pense je pense que c'est une nation sur laquelle il faut compter. Un peu comme le Canada, avec plus de résultats immédiats. Le Canada est plus jeune finalement. Mais voilà, c'est une nation sur laquelle il faut compter, pour moi. Ok, bah écoutez, on va passer aux deux finalistes. Voilà, hein, la France et les États-Unis. Je voulais savoir pour vous, est-ce que ces ricains, on aurait pu les taper? On n'était pas loin, hein, on était à 5 points. Je pense que tu y as cru, Jérémy. Ah bah ouais, bien sûr, j'y ai cru. Après, j'y ai cru il y a 21 quand on est revenu à 4 points finalement, mais bon, c'était pas les mêmes configurations. Pour moi, ce match-là, on doit d'ailleurs plus le gagner que le premier match. Le premier match, honnêtement, les Américains ne mettent rien dedans, etc. Ils sont pas dedans. Et si on fait nos matchs, certes, il y a un bon choix tactique de la part de Vincent Collet avec Vincent et Rudy. Mais ce match-là, on l'a maîtrisé. Mais si les Américains le gagnaient, pour moi, c'était pas du tout scandaleux. Dans le sens où il suffit. Dans le premier match, on est revenu à 3 fois. Je crois qu'on est revenu de 3 fois de 7 ou 8 points environ. Là, dans ce match-là, on a quand même souvent été au coude à coude. Mais surtout, on a perdu énormément de ballons. Je veux dire, au-delà même des shoots manqués, parce que ça se rate, c'est pas grave, l'adresse elle est là ou elle est pas là. Mais le ballon, on l'a pas contrôlé, quoi. On l'a pas contrôlé et on a fait il y a eu aussi des erreurs défensives. Ça m'étonne un peu d'eux parce que c'est la génération où je pensais pas qu'ils joueraient avec cette espèce de frein à main comme celui-ci. Et en fait, j'ai l'impression que ça a été souvent un match d'observation où les deux équipes se regardent. Sauf qu'elles s'étaient déjà observées lors du premier match. Et que là, au bout d'un moment, les Américains, on n'allait pas leur faire, surtout avec un mec comme KD. Et là, je pense qu'on a loupé notre chance. Vraiment. Franchement, ça me fait mal. Parce que c'est pas parce qu'on a perdu de 20 points, etc. C'est parce qu'on pouvait vraiment mieux jouer. On n'est qu'à 5 points, enfin, on a dit peut-être à la fin, mais on peut mieux jouer que ça. On peut vraiment mieux jouer que ça. Alors, avant de laisser Romain, avant de laisser Romain réagir par rapport à ça, j'entends ce que tu dis, et c'est vrai que quand je regarde le tournoi qu'on a fait, j'ai envie de dire, on a quasiment tout ce qu'il faut. On a des joueurs talentueux sur les postes arrière. On a aussi une raquette avec Rudy Gobert, avec Vincent Poirier, avec Mousfal qui a été énorme hein, sur la finale. Il a quand même une présence dissuasive en défense dans la raquette. Mais j'ai le sentiment qu'effectivement, on pourrait faire mieux, on pourrait mieux jouer. J'ai noté quelques stats. Voilà, sur la compétition. Alors, ok, on est la 4e équipe qui score le plus.
On a le 4e pourcentage au tir, au pourcentage au shoot global. On est 2e au rebond. On est 5e au passe. On va dire que c'est pas trop mal. Mais après, on est 8e au lancer. Les lanciers, là, sur ce match-là, ben, c'est ce qui nous coûte la victoire, clairement. On est 6e au contre. Donc, dans ces secteurs-là, on peut s'améliorer. Et on est 10e aux interceptions, quoi. Donc, en défense, ça peut être mieux. Néanmoins, Team USA, moi, il m'a pas impressionné, hein. Il a beau dominer dans plusieurs secteurs statistiques, j'ai souvent eu l'impression, ne serait-ce que sur les 2 matchs de phase finale contre l'Australie ou l'équipe de France, moi j'ai eu le sentiment de voir surtout Kevin Durant. J'ai eu l'impression que le ballon pouvait quand même un peu plus circuler. Au final, je suis pas étonné parce qu'on sait que les Américains, c'est beaucoup du jeu en 1 contre 1, c'est beaucoup des individualités. Et puis il y a des joueurs que j'ai pas trouvé dedans, hein. Lillard, Devin Booker, Middleton, Draymond Green. Alors ok, Lillard, voire Booker, ils sortent quelques shoots clutch contre nous, mais sur le tournoi, je les ai pas trouvés exceptionnels. Et en plus de ça, j'ai remarqué, Coach Pop a pas utilisé la totalité de son effectif. Il y a des joueurs qui sont là. Alors après, il y a des choix qui ont été discutés parce que Javal McGee et Keldon Johnson remplaçaient des joueurs importants comme Bradley Beal et Kevin Love qui n'ont pas été du voyage finalement. Mais je veux dire, il a utilisé un effectif réduit. Au final, Jeremy Grant, il aurait pu faire quelque chose pour moi. Il a quasiment pas joué. Donc voilà, moi j'ai pas été impressionné par ce Team USA. Je pense qu'on aurait pu les battre. Mais après, je reconnais, ils sont impressionnants défensivement, quoi. Ils ont une défense très haute, notamment sur le porteur de balle, qui fait que ils ont asphyxié l'équipe adverse, quoi. Et c'est vrai aussi qu'au niveau de l'arbitrage, on n'a pas été aidé non plus. Voilà. Ouais, alors, sur l'arbitrage, il n'y a pas grand-chose qui, bon, honnêtement, à part peut-être sur la Slovénie, et en plus, les Slovènes trouvent qu'ils ont été mal arbitrés, mais moi, je pense qu'il y a des grosses erreurs d'arbitrage en notre défaveur face à la Slovénie. Sur Team USA, bon, après, l'arbitrage, ça va et ça vient. Il n'y a pas grand-chose qui m'a fondamentalement choqué. C'était clairement pas une équipe américaine qui était impressionnante. Une équipe qui était prenable. Après, bon, il faut aussi remettre des choses dans le contexte pour eux aussi. Mais bon, c'est aussi de leur faute, hein. Moi, je pense que c'est une hérésie de demander à 3 joueurs qui sont en finale NBA de venir ensuite à Tokyo. Je veux dire, au bout d'un moment, ça fait un moment qu'ils savent qu'il y a les JO. Ils ont le temps de préparer un vivier de joueurs NBA. C'est aussi de leur faute d'attendre les réponses des uns et des autres 15 jours avant, quoi. C'est quand même assez incroyable. Et d'ailleurs, je me dis même qu'ils pourraient aussi très bien faire appel à leur NBA, à leurs joueurs américains qui sont sur le vieux continent, qui ont tout à fait leur place, peut-être même en joueurs de complément, certes, mais qui en plus connaissent les spécificités du jeu FIBA. Bon, honnêtement, quitte s'il faut attendre 3 ou 4 joueurs, peut-être qu'ils peuvent compter sur ces joueurs-là. Surtout que c'est des joueurs qui ont aidé aussi les Américains à se qualifier pour les JO. Donc bon, là-dessus, c'est un peu de leur faute. Mais c'est pour ça que j'en veux même pas. Enfin, le fait que Devin Booker, Middleton et moi été présents, bon, c'est quand même aussi des joueurs qui ils se sont tapés une sacrée année, hein. Donc voilà. Le problème de Team USA, c'est que je pense qu'on en est encore à. Putain, mais si Stephen Curry était venu, si. Mais au bout d'un moment, une équipe ne doit pas être composée non plus que de stars. Moi, ça m'a pas dérangé que Javel McGee soit sélectionné, que Keldon Johnson soit sélectionné ou pas. Excuse-moi, mais pour moi, le fait que James Harden, Kevin Love et Bradley Beal soient finalement pas y allés, quand j'ai vu que ces 3 noms-là y allaient pas et étaient remplacés par Javal McGee, Keldon Johnson qui n'ont pas joué en plus, moi, ça m'a fait rire, moi. Et je me dis que ça change quand même quelque chose au sein de l'effectif. Après, c'est vrai qu'il y a eu des années, ils m'ont surpris, hein. Quand ils gagnent les championnats du monde, je sais plus si c'est en 2010, mais au début, on disait que le roster était pas si impressionnant. Et avec le recul, on se dit que c'était des grosses équipes quand même. Bah, bien sûr, non, mais c'est parce que c'est là où le temps de préparation joue quand même. Parce que moi, ça me choque pas du tout que Keldon Johnson ou Jamal McGee soient là. Le problème, c'est que ces Américains-là, ils sont réunis quasiment une semaine ou 8 jours avant ou 10 jours avant. C'est ça qui fait toute la différence. Ça m'étonne pas et j'en veux même pas. Et en plus, ils se sont réunis 10 jours avant et il leur manquait 3 joueurs qui sont arrivés 20 heures avant ou 8 heures avant, je sais pas.
Et on ne peut pas se préparer. Je veux dire, c'est là où, malgré tout, le différentiel entre le vivier américain et le reste du monde s'est réduit, certes, mais de fait, ils ne peuvent plus se permettre ça. Ils peuvent plus se permettre ça. Et c'est ça qui font qu'ils ne sont pas aussi dominants qu'avant. Maintenant, je suis à peu près persuadé qu'avec la même équipe, là, tu leur laisses 3 semaines de préparation, un mois, à jouer ensemble, à bien réviser le jeu FIBA, parce qu'il y en a qui découvraient encore qu'on pouvait sortir la balle du cercle lorsque. Voilà. Tu leur laisses un mois dans des conditions pour travailler sereinement. Honnêtement, je pense qu'on va être une toute autre équipe. Romain, Je suis d'accord sur le fait qu'on peut voir une autre équipe s'ils jouent plus ensemble, mais moi je trouve que j'ai trouvé que c'était pas si balèze que ça. C'était prenable. Ah non, Et c'est pas moi si je suis balèze. énervé pareil, parce pareil. qu'on aurait dû voilà on aurait dû on doit il y a des petites choses qui font que et pour moi c'était pas les meilleurs joueurs, c'était pas super collectif et c'était prenable. Maintenant, le joueur, on parlait de McGee, bah, c'est le plus vieux de l'effectif qui a 33 ans. Voilà, tous les autres sont en dessous 30 ans ou presque, et c'est 28 ans de moyenne d'âge. Après, Donc, Kevin Durant, pour certains, il a quand même maintenant 31 ou 32 et Draymond Green ouais, voilà, doit avoir 31. c'est ça. Donc après, bah, on va encore en parler pour certains, mais j'ai eu l'impression qu'ils sont venus un petit peu les mains dans les poches. Pas forcément respecter le jeu, même ils ont une marge, ça c'est clair. Mais on aurait dû, nous, si je parle de la France, voilà, mieux jouer. Pour les Américains, en effet, je suis un peu d'accord avec toi. Pourquoi ils ne sélectionnent pas certains joueurs américains jouant en Europe? Ouais. Parce qu'il y en a certains qui peuvent faire beaucoup plus l'affaire, selon moi, que ceux sélectionnés dans Team USA. Bon, après, ça les a pas empêchés de gagner, hein, donc bon, qui, Non, entre guillemets, qui continue comme voilà. ça, hein, Non, ça c'est non, clair. mais c'est là où après, c'est pour ça que les compositions de stars, bon, après, quand ça le fait très bien en 2012, 2016, etc., 2008-2012, voilà, voilà, quand c'est des stars qui veulent vraiment jouer ensemble, s'éclater, refaire vivre, montrer qui sont sur la planète, ça le fait. Néanmoins, Euh, Damien Lillard, ouais, c'est un joueur qui est habitué à scorer. C'est pas un joueur qui est habitué non plus à se transformer en John Stockton. C'est pareil pour Devin Mm. Booker, qui malgré tout a fait des efforts, hein. Il a quand même essayé. Bon, ça rentrait pas. Il n'était pas non plus dedans. Il était aussi peut-être un peu fatigué. Mais il y a beaucoup de joueurs comme ceux-ci qui sont, à la fin, moi, le basket tout star. Je vois pas pourquoi nous, en fait, on aurait. C'est pareil, on a quand même sélectionné la plupart des meilleurs joueurs à notre poste. Mais on a toujours besoin de joueurs de complément. Et c'est ce qui fait le principe d'une équipe, de toute équipe. Et au bout d'un moment, je pense même que. Bah, alors, peut-être qu'ils auraient eu. Ça aurait mieux fait avec Kyrie ou avec James Harden. Mais mentalement, j'en suis même pas sûr. Franchement, j'en suis même pas sûr. Parce que. Parce que c'est juste une autre conception du basket. Le basket FIBA se joue pas pareil. Et, et alors oui, alors avec un James Harden ou un autre, ils trouveront toujours encore plus une option pour un mec capable de marquer. Mais finalement, ils en avaient des options comme dans cette équipe-là pour avoir des joueurs capables de scorer. Mais ils ne scoraient pas. C'est juste que c'est des joueurs qui ne sont pas habitués à faire autre chose. Et c'est ça qui pose problème. C'est ça. Et d'ailleurs, on l'a vu avec Joe Holiday, qui n'a jamais été une première option à proprement parler. Et c'est faire autre chose. Et ça change tout. Ça change tout dans une équipe. C'est davantage, pour moi, c'est comme ça qu'ils devraient construire leur équipe. C'est avec des joueurs comme ceux-ci et 2 ou 3 premières options à la KD. Mais le two-star, bon, ça marchera, hein. Je suis sûr que s'ils mettent du Stephen Curry jusqu'à du KD à la fin, ça gagnera, c'est pas de problème. Mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure option. Et je pense que d'ailleurs, ça leur offrirait d'autres options, d'autres alternatives lorsqu'un joueur n'est pas là. Et en tout cas, on est tous d'accord, c'était pas notre meilleur match. C'était pas notre meilleur match et qu'on est qu'à 5 points. Et après, c'est pas non plus le meilleur match de coaching de Vincent Collet sur cette compétition. Et alors, moi, je ne fais pas du tout partie
des critiques de Vincent Collet. Il n'a pas toujours été bon, hein, mais je crois qu'il n'a pas toujours été dans des super environnements non plus. Et en tout cas, c'est aussi le seul coach qui jusqu'ici a eu cette constance dans le résultat. Alors peut-être avec des belles générations, mais c'est pareil, un coach ne peut pas gagner à tout à lui tout seul. Mais voilà, c'était pas son meilleur match. Honnêtement, moi-même, Franck Ntilikina, alors bon, il est là pour 5 minutes et il perd une balle, certes, mais il met un panier à 3 points aussi pour essayer de nous relancer. Je pense que là, par rapport aux défenses hautes dont on parlait, par rapport au pressing, alors certes, il joue pas en NBA, mais c'est des joueurs qu'il connaît. Je pense qu'il y aurait peut-être eu un coup à tenter de ce côté-là un peu plus tôt dans le match. Mais je dis pas que c'était la clé du match, hein, Franck ou pas. Mais il y a eu d'autres choix qui, à mon avis, étaient un peu. Moi, je pense même que j'aurais sorti aussi. Je trouve qu'Evan a très vite tenté beaucoup de choses et, un peu comme à la façon du premier match, sauf qu'au premier match, bah, ça l'a fait, on avait besoin de ça. Mais sauf que lorsque ça ne marche pas, eh ben, il faut être capable de recadrer son joueur ou de tenter de le laisser se calmer. Je pense qu'il voulait trop gagner, hein, ça arrive. Mais du coup, je pense que là, il fallait coacher, quoi. Il fallait faire autre chose, prendre ce risque-là. C'est ça. Pour moi, il en a Voilà. trop Mais c'est comme fait ça, on y pensera souvent. Hein. Pour moi, il en a en effet un petit peu trop fait, parce que si on regarde le match d'Evan, 5 points en deuxième, voilà, c'est trop peu. Alors après, ciblé, peut-être pas assez bien coaché, ok, ça, pas de problème. Mais voilà, si Evan met un peu plus, bon bah voilà, on passe devant, parce que pour moi, ces Américains étaient prenables. Voilà, après nous, si on parle de notre effectif et de certains joueurs, De Colo, 34 ans, va falloir encore peut-être en profiter à l'Euro l'année prochaine et jusqu'au prochain JO, parce que malheureusement, voilà. Batum, Albici Hurtel, c'est 32 ans, les autres ont moins de 30 ans. Voilà, ça va dépendre de pas mal de paramètres, nous, de notre côté. On a un JJE, nous aussi, hein. On n'a rien à envier à personne Oui, là-dessus. c'est ce que j'allais dire. Ouais. Quand on regarde les joueurs qui émergent et qui sont en plein développement. Après, je pense aussi que ça dépendra de Vincent Collet, de son management, de la sélection, du vestiaire, de pas mal de choses. Il va avoir un coaching qui va être différent à la rentrée en Pro A avec les métropolitains par rapport à la sélection nationale. C'est 2 coachings différents, donc à voir sur la suite comment il laissera les clés de la boutique aux piliers, puisque c'est un petit peu ça qui se passe en équipe de France, et comment on va arriver à pouvoir continuer sur cette voie, parce que alors, en termes de grosses compètes, hein, là, sur 3 ans, c'est à suivre: Euro, Coupe du Monde, Jeux Olympiques à Paris. Donc là, sur 3 grosses compètes, je pense qu'on peut enfin rêver grand, on va dire, Ouais. et être Alors, au moins en finale là-dessus, quoi. moi, j'ai tendance à pas trop rêver grand, parce qu'on a souvent été déçus. Oui, aussi, ouais, c'est clair. Et encore une fois, c'est une compétition particulière et en plus, je crois que c'est toi qui l'as dit, Adrien, on a aussi, en effet, on était peut-être dans un groupe un peu plus faible que l'autre, Aussi, ouais. enfin que les autres, et ça a joué en notre faveur et on va rien leur enlever, on va pas du tout leur enlever cette médaille-là parce elle est amplement méritée, mais voilà, pour moi, à chaque fois, la compétition, une année c'est cool et c'est toujours différent et je me place pas de, voilà, je préfère toujours rester mesuré. Je pense qu'en tout cas, il faut s'attendre à ce que les vieux qu'on a, les JO 2024, ils vont vouloir les faire. À moins d'une grosse baisse de compétitivité de leur part. Et on peut De même dire Colo, que ça ferait 37, hein. ouais, ça ferait 37. Mais bon, Mais je suis d'accord. des joueurs de 37 ans dans un contexte européen, voilà, il y en a. Ça ne sera pas le rôle qu'il avait, ça sera peut-être pas le même rôle, hein, évidemment. Mais pourquoi pas. Mais en tout cas, on peut penser que s'ils veulent les faire, ces jeux, et s'ils sont en santé, en bonne santé, ils les feront. On ne leur enlèvera pas parce que c'est chez nous et que là, cette médaille d'argent-là, elle leur garantit presque de les faire, quoi. Donc voilà. Mais c'est ça qui est aussi compliqué parce que peut-être que c'est le moment là où il faut
malgré tout être capable de dire à un joueur, bah non, désolé, si on parle juste sportivement, moi je préfère une autre option. Parce que ça veut dire qu'on va probablement composer avec ce même groupe voilà, jusqu'au JO. Et est-ce que c'est les meilleures options même pour l'Euro de l'an prochain ou pour la Coupe du Monde après? Franchement, j'en sais rien. Ça veut pas dire que moi je doute d'eux, hein, mais je sais pas si c'est la meilleure option. Donc, et le fait est que ça veut dire qu'on va peut-être moins travailler aussi d'autres joueurs. D'autres joueurs qui doivent se faire leur place aussi. Donc, après, si on doit parler du vivier, de l'avenir de l'équipe de France dans le basket européen et mondial, on sait très bien qu'on sera toujours là. On a un vivier de joueurs qui est tellement conséquent. Mais je trouve que c'est une période intéressante parce que c'est là où il va falloir il va falloir composer avec les médailles de guerre des uns et des autres et le besoin aussi de faire émerger d'autres talents. Et voilà. Mais après, bon, vas-y, Romain. Je sais pas qui c'est, Romain. Ouais, vas-y. Et les autres en face, parce qu'il n'y a pas que nous. Bien sûr. L'Euro l'année prochaine, ça va être n'importe quoi. On va retrouver les Serbes. On va retrouver les Serbes. Si tout le monde est là. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Les Grecs, les Espagnols, quoi qu'il arrive, ils seront là. L'Euro, ça va être incroyable l'année prochaine, quoi. Donc, ouais, il faudra qu'on soit présent et j'espère qu'on le sera, quoi. Et c'est ça qui est difficile aussi, peut-être pour les gens qui suivent un peu moins la compé, enfin le basket, etc. Mais aussi à faire comprendre. Mais tout, les JO symboliquement c'est hyper beau, mais sportivement c'est pas le plus fort. Même une Coupe du Monde est finalement moins plus forte, à part quand on enlève les Américains et les Argentins, belle époque. C'est aussi plus faible qu'un Euro. Et voilà, le succès de cet Euro-là n'augure rien pour le prochain Euro. Non, ça c'est clair. Ok, écoutez les gars, juste avant de passer au débat, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une image ou un instant qui vous a marqué dans ce tournoi que vous retenez? Romain? Doncic, on en a déjà parlé. Moi, ce qui m'a marqué, ce qui me fait entre guillemets un peu mal au cœur, mais bon, c'est comme ça, c'est les athlètes de haut niveau, c'est la fin des frères Gasol et la fin surtout de Luis Scola, parce que c'est une génération, une page du basket qui se tourne. Et au fur et à mesure qu'on va aller, forcément, il va y avoir des joueurs qui vont s'arrêter dans les 2-3 prochaines années, je dirais. Gallinari, ce genre de joueur, voilà, Sergio Rodriguez, peut-être bientôt Yul aussi, voilà, on tourne une page du basket, je dirais global, mondial, sur des joueurs qu'on a entendu parler pendant des années. Il y a une nouvelle qui arrive aussi avec Doncic, hein, mais moi c'était, je pense c'était la dernière compète pour ces trois-là au moins, et voilà, c'est petite larmichette, on va dire. C'est surtout ça que je retiendrai et que ça m'a fait plaisir de voir. Et puis cette standing ovation qu'on fait à Scola, qu'on n'a pas forcément fait au Gasol entre guillemets, ouais. Les trois méritent largement, mais c'est vrai que Scola, ce moment où le temps mort est pris, et puis même s'il y avait que quelques personnes, quelques privilégiés dans la salle, le fait que tout le monde s'arrête, se mette au milieu du terrain et puis disent bravo, voilà, pour moi c'est une image super belle qui m'aura marqué. Après, je rejoins un peu Romain de mon côté sur ces images-là. D'ailleurs, je trouve que c'est là où les Américains bon, après, je crois qu'Argentine-Australie, c'était après. Mais les Américains ont peut-être manqué de classe. Ça aurait été beau qu'ils le fassent aussi pour les frères Gasol. Mais bon, qu'importe. Mais je te rejoins là-dessus. Surtout que moi, pour ma part, j'ai assisté au dernier match ah zut, comment il s'appelle j'allais dire Spanolis, mais c'est pas du tout de Spanolis dont je veux parler. Est-ce que vous allez m'aider, les gars? Vous n'allez pas m'aider. Quelle nationalité? Le grec, je parlais d'un grec. Printesis? Non, pas Printesis. C'est en club ou en sélection nationale? En sélection de Calates, je voulais dire Calates. Ah oui, Calates, lors du TQO.
Donc voilà, et en plus là c'est vraiment la sortie par la petite porte, hein. Défaite en finale de Ouais, en Tokyo, plus, ouais. Je les avais c'est un peu oubliés, dur. certains Grecs, ouais. Ouais, donc c'est toujours voilà, c'est dur quoi. Donc je suis d'accord avec toi là-dessus. Maintenant, si je vais parler de nos Français à moi, parce que ça reste que la poule, mais cette victoire face aux Américains, j'y croyais vraiment. Mais honnêtement, c'était quand même difficile d'y croire, vu la prépa. Euh, et, et je trouve que cette victoire, au-delà même du fait que ce soit face aux Américains, ça a été aussi un bon moyen de nous faire fermer nos gueules, quoi. Que les joueurs puissent, pardon pour mon langage, hein, mais puissent quand même franchement affirmer qu'ils se connaissent aussi mieux que nous et que parfois il faut aussi savoir leur faire confiance. Et je pense que c'était la meilleure façon de lancer ce tournoi-là, quoi. Donc cette victoire m'a vraiment marqué, mais après, et c'est cliché, mais forcément le contre de Nico face aux Slovènes, parce que sans ça, moi je vois bien, on voit tout le ballon rentrer dans ce panier et c'est fini pour nous. Et c'est pour ça d'ailleurs, moi j'en ai grave voulu sur le moment à Evan Fournier sur la faute offensive, alors qu'on a tout pour nous. On a tout pour nous pour conclure sereinement, enfin le plus sereinement possible. Et cette faute offensive, euh, pour le coup, vraiment idiote. Et on voit la position pour les Slovènes et on se dit mais non, pas encore quoi, pas encore parce que je me souviens avoir chialé des heures durant. Faut pas me voir hein, dans un match de l'équipe de France de basket sur un match couperé. Je suis vraiment un fanatique et je l'ai vu la scène quoi. J'ai vu la scène où j'allais m'effondrer et tout péter chez moi. Et finalement il y a Nico Batum qui surgit et qui nous délivre et Rudy Gobert qui sauve aussi sur le rebond et, euh, et, et c'est trop beau, quoi. Et c'est trop beau que ça nous arrive parce que putain, on a chié, quoi. On a franchement chié avec cette sélection et j'ai les larmes aux yeux rien d'en parler. Voilà, cette image-là, voilà. Moi j'adore Nico Batum. Tellement de gens ont été durs pour lui, enfin contre lui, etc. Il aurait pu faire plus, il aurait pu marquer 30 points, etc. Je pense qu'il faut savoir apprécier aussi les joueurs qu'on a, leur carrière. Et je suis aussi heureux que ça vienne de lui et je ne saurais jamais assez le remercier, quoi. C'était trop cool, beaucoup trop cool. C'était enfin notre délivrance, quoi. Voilà. Ok. Bah écoutez les gars, c'est partagé pour ma part. C'est les moments que j'ai retenus de ce tournoi. Ben on va passer au débat. Voilà. Le débat, ça concerne les règles FIBA. On a vu pas mal d'analystes américains, voire des fans aux États-Unis, qui disaient sur les réseaux sociaux qui finalement ils aimaient beaucoup les règles qui étaient appliquées dans les compétitions internationales et qui se rapprochent donc plus du basket qu'on connaît en Europe. Je voulais savoir, est-ce que pour vous les règles FIBA sont un modèle du genre et est-ce que les Américains devraient prendre exemple sur ce modèle-là? Alors après, je pense qu'on est tous d'accord, et puis vous êtes de ficelle, hein. On est tous d'accord pour dire qu'on préfère le basket européen, intrinsèquement parlant. Euh, Honnêtement, je pense que de la part des observateurs américains, il y a aussi quelque chose à prendre en compte. Parce que c'était l'ensemble qui prenait en compte. C'est moins tant les règles que le fait qu'il n'y ait pas de temps mort pub, que le fait que les cartes font aussi 10 minutes, que le match, on peut le regarder en 1 heure et quart, il est fini, quoi. Il dure pas 3 heures, il dure pas 3 heures sur 5 minutes de lancer franc. Ça joue aussi énormément. Après, sur les règles pures et dures, le fait de pouvoir camper dans la raquette, le fait de pouvoir sortir le ballon, moi j'adore ça. Je trouve ça génial. Des règles qui n'ont pas toujours été totalement bien appliquées non plus, hein, d'ailleurs. On a des arbitres FIBA, mais je trouve qu'il y a une évolution quand même dans le basket FIBA européen, même en Euroleague, où malgré tout, il y a quand même une tendance à nous aussi prendre beaucoup du basket américain. Et voilà, sur la façon dont on siffle les passages en force, sur la façon dont les marchés sont sifflés, parce qu'il y en a eu quand même pas mal dans notre compétition qui n'ont pas été sifflés. Donc ça m'inquiète un peu, parce que moi je suis un vrai partisan des règles FIBA.
à mon sens, c'est le jeu le plus pur. Après, parce qu'on a aussi grandi et on a joué en club en jouant ce jeu-là. Mais bien sûr que c'est le jeu le plus pur et à mon sens, le plus agréable à avoir joué en dehors des playoffs et des phases finales NBA où c'est toujours aussi très chouette. Mais c'est même pas la même qualité de jeu. Moi, j'ai trouvé les playoffs NBA de cette année très pauvres. Hein. C'est pas forcément. Il y a plus d'intensité, mais c'est pas très riche tactiquement. Faut pas se leurrer. Romain, Un grand oui. J'ai plein de choses à dire. Non, oui, oui, oui pour tout. Oui, c'est les vraies règles. Oui, il faut garder ça. Oui, 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 un grand oui. Heureusement qu'il y a ces règles-là. Moi aussi, je suis partisan du campement dans la raquette avec une jolie toile de tente pendant 40 minutes. Enfin, voilà, je veux dire, pour moi, ce sont les vraies règles du basket, clairement. Parce que 5 fautes d'équipe, parce que tu prends une technique, ça compte dans tes fautes, ce qui n'est pas le cas en NBA. Tu as moins de temps mort, comment dire, il y a moins de temps de perdu, ça va plus vite. C'est les fautes antisportives, voilà, c'est plein de choses qui font que pour moi, ce sont les vraies règles et il faut que ça reste comme ça, que ça continue. En effet, après, sur les marchés, je suis d'accord. Il y a clairement une évolution et c'est vrai qu'il y a des fois, ça pique un petit peu les yeux Ouais. sur certains appuis. Ça, c'est clair. Mais voilà, un terrain NBA qui est plus grand qu'en FIBA, enfin, voilà, 40 000 temps morts, 4 fois 12 minutes, des matchs à 192 points et 3 secondes en défense. Enfin, il y a des différences qui sont pour moi énormes. Et heureusement que ces règles-là sont en Europe et restent comme ça, en espérant que sur les compétitions internationales et européennes, notamment les grands championnats et l'Euroleague, que ça aille pas en effet vers une américanisation des règles. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça personnellement. Voilà, j'ai clairement pas envie. Donc J'ai un j'espère que ça va bémol continuer comme ça. J'ai un bémol en revanche sur notre arbitrage, au-delà en plus de marché, etc., patati patata. Euh, euh, il s'agit du temps de réflexion des arbitres Aussi, sur les phases de replay que j'ai. ça va plus vite chez nous, hein. Ah non, non, ça va plus vite. Non, leurs replays peuvent prendre du temps, mais décider de revisionner une action, il faut pas passer une minute dessus, quoi. Voir des arbitres qui discutent pendant une minute de si oui ou non il faut qu'on revisionne l'action. Putain, au pire, vous y allez et vous la revisionnez. En NBA, ça prend du temps parce qu'il y a aussi parfois des calls qui se font avec le centre d'arbitrage dans le New Jersey, etc. Voilà, un fonctionnement différent. Je trouve qu'on a passé beaucoup de temps, avant même d'ailleurs du replay, pour discuter de si oui ou non il fallait y aller. Ça, je trouve ça un peu dommage dans la structure du jeu, même du spectacle, parce que je suis pas à fond du spectacle pour le basket. Mais bon, si je connais rien au sport et que je regarde ça, waouh, ça On m'ennuie perd un du petit peu. temps. Ouais, on perd du temps. Mais bon, à part ça, voilà, je pense qu'on est d'accord, je suis entièrement d'accord avec toi, Romain. C'est bien plus appréciable de voir un match de basket avec des règles FIBA. Voilà. Mais parce qu'il y a aussi, et ça fait pas partie des règles, mais quand on parle de plus de temps mort aux États-Unis, il y a 2 minutes de plus, et en plus, il y a des temps morts qui sont TV. obligatoires à cause de la pub. Voilà. Donc c'est aussi tout un décorum qui n'aide pas. Mm. Voilà, clairement. Et juste pour en revenir sur le match de la finale, enfin, je crois que c'est sur la finale ou sur le premier match contre les USA, Kevin Durant, 3 fautes au milieu de deuxième quart-temps. Voilà, il est coaché direct et il retourne sur le banc de touche parce qu'il lui reste plus que 2 fautes. Ça aurait été en NBA, il serait resté sur le terrain parce qu'il lui en restait 3 à faire, quoi. On parle du match de poule, là. Hein. Non, non, je parlais de manière globale sur les règles Non, mais en termes de fautes. les 3 fautes de KD, c'est en match de poule, donc. Oui, Enfin, je crois, je sais oui, plus, mais c'était juste pour oui, dire, voilà, c'est pas sur la un finale. Ouais, exemple ouais. tout bête de faute. Voilà, c'est pourquoi 6 fautes. Et bah, nous, on a 5. Tu prends une faute technique, bah, ça compte dans tes 5 fautes. Tu n'as pas le droit à Ouais. 6 fautes, Bah, plus 2 fautes techniques. Enfin, voilà, c'est. hmm. Après, la sixième faute, si on rajoute 2 minutes sur un match par carton,
Ça fait 8 minutes de plus. Ah, Et voilà, oui, ça s'entend, mais c'est tout un autre mode de fonctionnement. Mais il est clair que le nôtre n'est pas plus mal. Hein. Non, j'ai rien à envier. Moi, je préfère. Après, c'est mon opinion personnelle. J'espère qu'on va rester le plus longtemps possible et qu'on va pas aller vers du 4x12. Moi, j'ai joué à l'époque, entre guillemets, en 2x20. Je suis passé au 4x10. Pareil. Au début, c'était un petit peu bizarre. Mm. On s'y fait. J'ai pas envie de passer au 4x12, entre guillemets, et puis de tout changer plus ou moins, quoi. J'étais presque déçu lorsqu'on est passé aux 24 secondes, de 30 à 24 secondes. Mais bon, au final, les 24 secondes, c'est pas plus mal. Mais ouais, et puis ça implique tellement de. Mais juste même ce 3 secondes dans la raquette. Le fait que les couloirs soient si étroits qu'on puisse pas pénétrer dans la raquette aussi facilement. Et c'est pas censé être un endroit où on va aussi facilement. Ça change tout et c'est Ça hyper change appréciable. tout, exactement. Ouais. Et c'est ça qui est bien. Moi, j'ai envie de voir un Marjanovic en plein milieu ou un Tavares en plein milieu et puis voilà, faire tour de contrôle et dire voilà, c'est mon terrain plutôt que d'aller dans l'aide et de siffler une faute technique parce qu'on est à plus de 3 mètres. Enfin voilà, moi non. Mais on peut même parler du contact. Aussi. Dans le sens où, alors même si je trouve que parfois on a eu des arbitres un peu trop gentils, hein, qui ont sifflé des contacts que moi j'aurais laissé passer, mais bon, après je suis pas arbitre. Mais voilà, ça laisse quand même aussi un peu plus de place au contact, à moins de flopping, quoi. Si la NBA va travailler là-dessus, là, avec notamment sur les fautes que les attaquants provoquent, et c'est une bonne chose. Mais ne serait-ce que ça, avoir un peu de contact. J'aime pas le handball, mais bon, il y a quand même juste une mesure à trouver entre les deux. Et même en NBA, on ne peut plus rien faire, plus poser une main. C'est lourd, quoi. C'est chiant. C'est compliqué. Ouais, c'est clairement mieux de notre côté. Ouais. Moi j'ai été triste au passage des anti-sportives, milieu de terrain, sifflé. Bon, j'ai eu un peu de mal. À une époque, c'était bien. Bon, maintenant, en effet, c'est un petit peu plus aéré, mais c'était une époque où j'aimais bien. Mais ouais, faut pas que ça change, quoi. J'ai envie que pour l'instant ça reste comme ça pour toujours, mais malheureusement, voilà, il y a des chances qu'on aille vers une américanisation de tout ça. Écoutez, moi les gars, je vais vous surprendre. Évidemment, le fait que les cartons soient moins longs, les temps morts soient moins longs aussi, ça j'aime. Donc ça, c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus, en quelque sorte, digeste de regarder un match en Europe déjà. Il y a aussi la façon de jouer, voilà. À force de regarder du basket européen, j'aime le fait que le ballon circule plus, on voit du jeu en mouvement, on voit des vrais systèmes. Donc ça, j'aime. C'est vrai que pendant pas mal d'années, j'ai maté du basket américain parce que j'aime aussi les grosses perfs individuelles. Mais je trouve que ça devient un peu trop du 1 contre 1. Sans parler des marchés qui sont pas sifflés. Alors ça, c'est honteux, je le dis. Néanmoins, quand je dis que je vais vous surprendre, il y a des règles que j'aime pas en FIBA. Voilà. Quand on va nettoyer le cercle, on peut considérer que ça fait partie du jeu. Moi, j'aime pas. Je trouve que les intérieurs profitent trop de leur taille pour aller balayer le ballon sur le cercle. Et ça a été notamment le cas avec le deuxième lancer de Colo. Voilà, on voit Draymond Green qui vient enlever le ballon direct du cercle alors qu'il allait rentrer. Donc moi, j'ai un peu de mal avec ça. Je vais pas dire que je voudrais supprimer cette règle, mais T'aimes pas parce que c'est pas allé dans notre sens cette fois, mais on le fait nous aussi, hein. Non, mais moi, en fait, si tu veux, ce qui me dérange, c'est que j'ai rien contre le fait que les intérieurs dominent même sur l'aspect défensif, mais ça me dérange pas qu'ils aient quelques contraintes, tu vois. Par exemple, là c'est pareil, hein, je vais vous surprendre, mais la règle des 3 secondes à NBA, si tu veux, là où ça me dérange moins, c'est que j'aimais bien le côté intimidateur des Mutombo, des Alonzo Mourning, voire même de Patrick Ewing et Olajuwon, qui étaient déjà des monstres en attaque, mais qui pouvaient à tout moment venir bâcher un mec en défense, prendre des rebonds dans la raquette. Je trouvais qu'il était le meilleur défenseur. Hein. Il profitait trop de ça, tu vois. Il profitait trop de ça, tu vois.
Et c'est là où justement j'ai moins de mal avec ce genre de règles. En attaque, par contre, c'est différent. En attaque, je regrette, j'aime pas la règle des 3 secondes, mais en attaque, je regrette que les intérieurs touchent plus beaucoup le ballon. Voilà, ils sont plus abreuvés de ballon sur le cercle comme à l'époque. Donc tu vois, je regrette l'époque des pivots dominants parce qu'on les voit moins en attaque. Mais en défense, si tu veux, là où ça me dérange moins, c'est que vous allez peut-être considérer que j'exagère et que je retourne loin en arrière, mais quand tu vois le contre en phase descendante, ça a été inventé pourquoi? Parce que George Mikan, les mecs comme Will Chamberlain, Bill Russell, ils dominaient trop défensivement déjà à l'époque. Pourquoi ils ont élargi les raquettes à l'époque? Parce que ces mecs-là, ils dominaient trop. Et donc, moi, j'ai rien contre le fait justement que les pivots ils aient quelques restrictions en défense, sachant que quand tu vois un Rudy Gobert ou un Clint Capella en NBA, ça ne les empêche pas de dominer défensivement, justement. Ils font partie des meilleurs contreurs et rebondeurs. Mais par contre, ouais, je regrette l'époque où on voyait les pivots qui étaient tout le temps abreuvés de ballons sous le cercle, qui allaient scorer plus souvent in the paint. Donc tu vois, moi, la règle des 3 secondes en défense, au risque de vous surprendre, elle me choque moins. Elle me choque moins. Oui, oui, mais écoute, pourquoi pas. Après, moi, je pense Ça que peut ça n'a jamais. surprendre. Non, Non, mais non, mais après, si tu veux, moi, je suis plus fan, j'avoue, je suis plus fan du jeu d'attaque. Et encore avec modération. J'aime bien qu'il y ait quand même un peu de défense. Mais si tu veux, je trouve qu'après, il faudrait pas donner trop de facilité aux intérieurs. Voilà. Je trouve que c'est ça, tu vois, qu'un mec, il attend de poster une The Paint en attendant que le mec vienne se faire bâcher ou qu'il prend des rebonds trop facilement. C'est là où j'ai un peu plus de mal, moi. Et je pense qu'à NBA, effectivement, c'est plus facile d'accéder au cercle. Oui, parce qu'il y a les 3 secondes, mais parce qu'en amont, ça défend trop en individuel, même sur les postes arrière. Ça défend pas en zone comme en Europe. Et ce que j'aime dans le basket européen et international, c'est que quand ça défend, ça peut défendre collectivement. Et ça manque en NBA, effectivement. En tout cas, c'est mon opinion personnelle. Je sais pas si. Je sais que Romain, tu as un peu de mal avec les règles qui sont un peu restrictives pour les intérieurs, mais C'est ça. Non, mais restrictif de manière générale, quoi. Enfin, je veux dire, bah, pour moi, mon opinion, alors moi, je suis pas grand, hein. Mais le grand, il est grand. Bah, s'il faut qu'il reste dans la raquette, il reste dans la raquette, et c'est à toi de te débrouiller et de trouver une solution, qu'elle soit collective ou individuelle. De là à dire, bah, toi, t'es grand, tu fais 2,20, 2,30, bah, du coup, on va te mettre une petite pénalité. Et il faut que tu sois près de ton joueur, sinon c'est faute technique pour une raison X ou Y, ouais, après, et on repère du temps là-dessus. C'est le jeu, entre guillemets. Maintenant, voilà, moi je trouve que ça dénature, et moi ça me plaît de voir un Tavares au Real Madrid en plein milieu, et puis le premier qui vient essayer de mettre un lay-up ou un dunk, bah, d'être là pour dire oui ou non, quoi, et de mettre un contre. Moi je préfère ça que de laisser des grands boulevards pour des super attaquants comme James Harden ou Lillard qui vont pénétrer dans la raquette, mettre des lay-ups ou shooter à 15 mètres à 3 points et mettre des ficelles, même s'il faut les mettre, pas de souci. Mais voilà, j'ai un peu plus de mal avec ça que. après, Après, voilà, c'est une façon de voir les choses. Mais Mm, disons que moi, je pense que c'est plus au niveau de la façon de jouer, tu vois. Comme j'ai dit, ce que j'aime pas en NBA, c'est devenu trop un contre un, tu vois. Qu'à une époque, c'était déjà le cas, tu vois. Mais quand Jordan, quand un Reggie Miller même, ils allaient scorer, tu avais un système qui est annoncé. J'ai envie de dire toujours mm. maintenant, bon, ça reste du basket, mais j'ai l'impression que maintenant, c'est beaucoup plus vraiment, on passe le ballon au mec et on le regarde jouer, beaucoup plus qu'avant, C'est quoi. ça. C'est C'est une ça. passe, c'est entre guillemets, comme on dit souvent, c'est une passe, un shoot. alors, Ouais, bon, Voilà. Moi, je trouve que ça fait un peu trop ça. Jérémy? pas que l'émission, non, mais je voudrais pas que l'émission dure 2 heures, hein, parce que je pense qu'elle fait déjà 2 heures. Mais le jeu en NBA, l'individualisme a toujours été là, quoi. Je veux dire, les sessions de 1 contre 1, si on se rappelle Mm. des Bulls, il y avait l'attaque en triangle, etc. Mais ça se finissait aussi beaucoup en 1 contre 1. On peut évoquer même les Penny, etc. Dans les années 90. Finalement, des équipes où il y avait du jeu structuré, où c'était collectif ou flamboyant.
Il y a eu le Showtime des Magic, de Magic et des Lakers. Il y a eu l'époque de Larry Bird des Celtics. Mais ça a quand même toujours été très porté sur un one-two punch, un arrière, un pivot et 3 ou 4 role-players qui regardent à côté. Donc parfois même qui touchent absolument pas la balle. Donc, et finalement, aujourd'hui, on assiste à un davantage de mouvement en NBA depuis les Spurs. Depuis les Spurs qui ont parfois eu un jeu très chiant dans les années 90, mais qui ont ensuite adopté un jeu un peu plus européen finalement. Puis ensuite, les Suns, les Warriors où ça touche davantage le ballon. Donc finalement, il y a quand même du mieux aujourd'hui qu'il y en a eu dans les époques, dans les années 90, voire le début des années 2000, où c'était quand même très très chiant de ce point de vue-là en NBA. Ça dépend. C'était aussi défensif en NBA. Dans le basket européen, dans les années, des années 90, je trouvais même Je parle du jeu offensif. Hein. Je parle que du jeu offensif. Oui, mais je veux dire, tu me dis que ça a toujours été, ça a toujours mis en avant les talents individuels, c'est vrai. Mais je veux dire, pour moi, celui qui a vraiment lancé ça, j'allais dire démocratisé ça, pour moi, c'est Jordan, tu vois. Mais quand tu regardes certaines vidéos des années 90 et tout, il y a quand même des systèmes, tu vois. Tu sens que quand même, il y a du mouvement. Aujourd'hui, j'ai Non, mais l'impression. c'est pas Jordan qui a développé le 1 contre 1. Déjà, des individualités fortes, il y en a eu avant, et des George Garvin, des joueurs qui faisaient C'est que vrai. scorer. Et en plus, justement, sous les Bulls, en tout cas les Bulls de Phil Jackson, en effet, au début de sa carrière, Jordan était très porté sur 1 contre 1, mais c'est quand même l'attaque de Tex Winter et c'est le jeu en triangle. Et il y a énormément de jeux en mouvement et Jordan fait énormément de jeux sans ballon. Donc au contraire, ça fait partie des équipes où il y avait quand même justement au moins 2-3 passes. Donc, Ouais, mais quand tu regardes le Jordan des années 80, pour moi, il était. De toute façon, ça fait peu de doute. Et c'est pareil pour LeBron, Kobe, ces mecs-là. Au début, ils jouaient un peu trop en individuel. Et quand tu regardes le Jordan des années 90, c'est l'inverse. Là, vraiment, il, il se bonifie avec le temps, j'ai envie de dire. Il devient beaucoup plus collectif. Certes, il score, mais il implique beaucoup plus ses coéquipiers, tu vois. oui, mais c'est ce que j'ai dit. Adrien. C'est-à-dire que dans les débuts de sa carrière, il est très porté sur 1 contre 1 et qu'à partir du moment où Phil Jackson arrive, il y a un jeu en triangle qui se met en place et le jeu en triangle ne peut pas se faire sans collectif. Donc on est d'accord là-dessus, oui, en effet. Après, j'ai quand Mais même bon, je remarqué. sais pas où est le débat se portait finalement, si on préférait les règles NBA ou s'il s'agissait de faire Ben, l'historique du jeu NBA. Après, je pense on peut tous s'accorder sur le fait que la philosophie de la manière dont on apprend le jeu en Europe tire davantage parti du collectif. Ça se voit voilà. encore davantage en plus aussi sur le basket féminin, contrairement à ce qu'on peut dire, etc., moi je trouve qu'il y a parfois vraiment de superbes séquences de jeu et où parfois ça peut être difficile de ressortir une véritable individualité. C'est vraiment une philosophie de jeu, une méthode de jeu européenne, mais c'est normal parce qu'en France, en Europe, on apprend le basket en club. Aux États-Unis, on apprend le basket autrement. C'est dans des AAU, c'est dans des circonstances différentes où en plus il s'agit avant tout de sortir des individualités. Donc c'est clairement comme ça que ça s'exprime, cette différence philosophique de jeu. Voilà, c'est ce que je disais, c'est plus une façon de jouer qui est différente et une culture qui est pas la même. Mais je pense qu'après, au niveau des règles, lui, ça peut différer, hein. Mais je pense qu'après, moi, c'est en tant que fan de basket européen depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est plus une façon de jouer auquel j'ai aimé, comment dire, que j'ai apprivoisé, voilà. C'est-à-dire qu'au début, j'aime bien voir encore maintenant les grosses perfs individuelles, mais j'aime quand même voir du jeu collectif, des systèmes avec un ballon qui circule. Et c'est vrai que je regrette qu'il y ait moins ça dans le basket américain. Romain, tu voulais ajouter quelque chose peut-être? C'est que moi, ça me dérange pas de voir un 72 à 80 en plein milieu de semaine, soit dans le championnat de France ou en Euroleague, entre guillemets. Et voilà, 4 fois 12 pour moi, c'est bien trop long. Ah, des fois, Et voilà, pour moi, c'est le 4 fois 10, pas de règle de 3 secondes.
le goaltending qui existe, mais le cylindre imaginaire, pardon, qui n'existe pas en Europe. Voilà, moi ça me plaît, ça va plus vite. Il n'y a pas de, on arrête le jeu, on regarde, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est voilà, le ballon il touche le cercle, s'il est juste au-dessus, voilà. Moi, c'est des choses qui me plaisent et j'ai envie que ça perdure, quoi. J'ai pas envie que ça change sur notre continent, en tout cas. Ok, bah écoutez les gars, je pense qu'on partage globalement le discours. Bah écoute, Romain, je te remercie. Merci à vous. Jérémy également. Merci, c'était un plaisir. Merci les gars. Eh ben écoutez les gars, ça m'a fait plaisir d'enregistrer ce spécial Jeux Olympiques avec vous. Et puis on dit à nos fans à très bientôt. Allez, à plus!